Bonjour à toutes et à tous. Cela fait bientôt 1 an que nous sommes dans vos oreilles, dans vos casques, dans vos téléphones, dans vos voitures aussi, et que nous essayons tant que faire se peut de vous accompagner dans les moments de votre vie. Et pour fêter ces 1 an, nous avons décidé de faire un grand événement autour de Plein Phare. Un événement qui aura lieu le 11 avril à partir de 18h au Bamagochi. Le Bamagochi, c'est un bar qui est dans la cité gastronomique de Dijon, une enseigne culturelle pour notre ville. Et si vous n'y êtes jamais allé, je vous conseille d'y aller au moins la première fois le 11 avril. Je vais vous dire un petit secret. Si jamais Flo est d'humeur à partager, peut-être qu'on vous paiera le premier verre. Ce sera l'occasion donc de partager avec les invités que vous avez pu rencontrer au cours de ces interviews, de discuter avec eux. Certains joueront de la musique, certains peindront, certains cuisineront peut-être, je ne sais pas. Dans tous les cas, save the date. Le 11 avril, 18h au Bamagochi. Bon épisode à tous. Et bonjour. Et bienvenue dans Plein Phare en live. Faut que t'arrêtes de le faire à la bouche. Je suis sûr que tu pourrais faire un jingle plutôt. Ou qu'on trouve quelqu'un qui fasse des jingles. Après, moi je trouve ça bien comme ça. Nous sommes en live à la soirée des vœux de Cap Nord. Nous allons interroger plein de personnes ce soir et on espère que ça va vous faire plaisir. Il n'y a pas Flo. Non. Non, parce qu'à chaque émission, on enlève quelqu'un. Bloqué dans son espace. Ça sera toi. Nous espérons que ça va vous plaire, tout comme le live qu'on avait fait avec Daniel Fernandez. Et surtout que nous avons du beau monde ce soir, plein d'artistes, plein de surprises. Donc je pense qu'on va avoir des discussions très intéressantes ce soir. Tu vois, tu parles aussi comme un commentateur de Formule 1. Ouais, mais en fait, on peut pas s'en empêcher, c'est fou ça. Bienvenue dans Plein Phare. Alors, nous avons le plaisir d'avoir avec nous là maintenant Rémi Jean, qui est l'organisateur de cette soirée. Est-ce que tu peux te présenter brièvement. Ou pas d'ailleurs. Je m'appelle Rémi, je suis sans famille. Ah, j'espère pas. Quelle tristesse. J'ai tout dit. Eh bien, merci à tous. Allez, salut. Bon, alors plus sérieusement, faut quand même un petit peu de sérieux chez les gens pas sérieux. Donc je suis président de Club Cap Nord, enfin de l'association Cap Nord, depuis 2 ans et demi. Et voilà, dans le cadre des soirées et des événements que l'on crée aujourd'hui, aujourd'hui on est accueilli par l'Opéra de Dijon, l'auditorium. Très beau lieu. Très bel endroit. Très et d'ailleurs on les remercie vraiment du fond du cœur parce que c'était pas gagné. On a tenté de coups et ils ont été très sympas. Ils nous accueillent ce soir. Merci à Pascaline, merci à toute l'équipe de l'Opéra. Et j'espère que les adhérents de Cap Nord qui sont là ce soir vont passer une belle soirée. En tout cas, on a tout fait, toute l'équipe de Cap Nord s'est mobilisée pour faire au mieux et satisfaire tout le monde. Voilà. Alors, c'est quoi Cap Nord ? Alors, Cap Nord, ça existe. Alors, d'ailleurs, c'est l'année des 30 ans de Cap Nord, puisque Cap Nord a été créé en février 1995. Je crois d'ailleurs même que ça doit être le 8 février 95. C'est pas tout jeune. Et donc, au départ, ça s'appelait Association Cap Nord. Donc ça regroupait un certain nombre de chefs d'entreprise de la zone Cap Nord. C'était ce qu'on appelle un club de territoire, comme il y en a d'autres à Dijon d'ailleurs. Et donc ils se retrouvaient tous les mois accueillis par l'un ou l'autre des entrepreneurs de la zone. Il y avait quelques interventions diverses et variées qui concernent des sujets entrepreneuriaux, bien entendu. Bien sûr. Et puis un moment convivial, voilà. Donc c'était plutôt histoire d'échanger entre chefs d'entreprise. Tous les mois. C'était tous les mois. C'était déjà tous les mois. C'est encore tous les mois. C'était déjà tous les mois. Ouais. Et ce jusqu'au Covid. Ouais. Bien entendu, évidemment. Il est venu mettre un petit peu son grain de sable dans l'affaire. Si les gens en ont entendu parler. Se sont succédés nombre de présidents. Alors, je ne pourrais pas vous dire combien parce que je ne les ai pas en tête. En principe, c'est un mandat d'1 an, mais il faisait 3 ans. C'est renouvelable 2 fois. D'accord. Et pendant le Covid, les choses se sont tassées comme pour bon nombre d'entre nous. Bien sûr. Et au retour du Covid, il fallait une bonne volonté pour se jeter dans l'arène de Cap Nord. Ils ont dit Rémi. En fait, moi j'ai annoncé que j'arrêtais de travailler. Ouais.
Et du coup, certains de mes bah... collègues m'ont dit tiens, ce serait bien que tu y ailles, puisque comme tu n'as plus rien à faire, ça va t'occuper. Voilà. Ils avaient peur que tu t'ennuies? Ouais, enfin, quand on part en retraite, on ne sait pas ce qui va arriver. Hein. C'est vrai, ouais. C'est vrai. Donc, vaut mieux être actif. Et finalement, j'ai dit oui. Et je peux vous dire que depuis, c'est une très belle aventure. Alors, Cap Nord n'est plus un club que de territoire. C'est aussi un club de valeurs humaines où on accueille tous ceux qui se reconnaissent dans nos valeurs, quelle que soit leur activité, leur lieu où ils sont installés. Voilà. Ce n'est pas fermé au département, donc. Non, c'est ouvert à chacun. À tout le monde. À tout le monde. D'accord. Tout entrepreneur, quel qu'il soit, alors ça peut être aussi un commerçant, puisqu'un commerçant, je suis désolé, mais c'est un entrepreneur. Bien sûr. Ça peut être des professions libérales, ça peut être qui on veut. Voilà. Tous les gens qui se reconnaissent chez nous, ils sont les bienvenus. Pourquoi ? Parce que la richesse et l'épanouissement, il est dans les échanges. Dans la multitude. Voilà, dans la multitude. Voilà. À rester, alors ça c'est mon point de vue, mais rester sur un territoire par exemple, on vient un peu en autarcie, on voit toujours les mêmes, c'est pas une critique, c'est un fait. Et puis au bout d'un moment, voilà. Donc moi, alors après, je suis président aujourd'hui, demain ils feront ce qu'ils veulent, comme on dit. Mais chacun amène son petit grain, sa petite patte, dans son mandat. Et moi, je pense que l'humaniste, on en parle assez aujourd'hui. Après le Covid, il y avait un besoin de se retrouver. Il y avait carrément un problème de contact social. Donc c'était la bonne occasion d'ouvrir à tout le monde. Et la preuve, c'est qu'aujourd'hui, on est pratiquement 200 adhérents. Les soirées, c'est entre 100 et 150, voire plus. Ça veut dire qu'il y a et là, depuis le début de l'année, les adhésions, ça n'arrête pas. Autour de nous, là, on voit de belles choses, mais surtout, on voit beaucoup d'artistes. Ah oui, alors parle-nous-en, c'est quoi cette... Alors moi, j'y tenais beaucoup, parce que là, c'est un retour d'expérience personnelle. J'ai vraiment consacré énormément de temps au travail. Trop d'ailleurs, à mon avis, mais on le voit toujours a posteriori. Bien sûr. Et aujourd'hui, je me dis que bon nombre de chefs d'entreprise, d'entrepreneurs, etc., ne prennent pas le temps, je le dirais comme ça, de s'intéresser aux belles choses de la vie et les choses les plus simples. Ouais. Et donc, jusqu'à un moment, je me suis dit, tiens, j'ai proposé à mes collègues, j'ai eu l'idée d'amener la culture au sein de nos soirées. Ouais. Voilà. Donc, on a... Maintenant, à chaque soirée, vous avez des artistes, un ou plusieurs, de tout art. Ça peut être des chanteurs, comme ça peut être aujourd'hui de la peinture. Plasticien. Et ça c'est vraiment apprécié, ça a beaucoup de succès. Et du coup, ça permet d'avoir de l'ouverture d'esprit autrement que dans son job au quotidien. Oui. Voilà. Et comment tu les choisis alors, ces artistes ? Ah, ça c'est une bonne question. Je sais, c'est mon boulot. C'est une bonne question. Simplement, j'ai rencontré quelques personnes d'ailleurs dans le cadre de Cap Nord. Il y a des gens des fois qui connaissent plein d'artistes et puis on discute et puis voilà. Puis tiens, il y a machin. Puis après, je m'intéresse. Je me promène aussi maintenant. J'ai du temps un peu à droite à gauche. Donc quand je vais dans des expos, les trois, c'est trois personnes dont j'ai visité les expositions ailleurs. Et je leur ai proposé de venir à Cap Nord. D'accord. Okay. Pour le coup, ils disent tous oui. Oui. Je ne vais pas me plaindre. Les artistes, souvent, quand on leur demande, ils sont preneurs de ce genre d'expérience. Tout à fait. C'est un partage. Mais il ne faut pas hésiter à leur offrir, comme on le fait pour les adhérents de Cap Nord. On offre un lieu, vous voyez. Avant, il n'y avait pas tout ça. Aujourd'hui, il y a une mise en scène, il y a c'est un show un peu. Il y a un show. Oui. Voilà. C'est un show. Pourquoi ? Alors, je vais terminer là-dessus. Et en fait, je me rends compte, c'est peut-être moi je ne sais pas, peut-être que je me trompe, mais tout ce que je vois sur LinkedIn ou dans les job dating ou dans tous ces trucs-là, je trouve qu'il n'y a pas de joie. Ouais. C'est triste. Je trouve que c'est triste. Là, j'ai regardé les vœux sur LinkedIn de à droite et de gauche. Quand on grossit les photos où il y a tout le monde, je vois pas un visage sourire, quoi. Parce qu'il n'y a pas assez d'alcool, je pense. Mais je sais pas, on vit quand même une période... je ne vais pas dire dramatique lourde, pour certains aspects, certains pays. Bien sûr. Mais dans l'ensemble, là, le monde est en train de se transformer, pas plus tard que hier avec Trump ou avant-hier. Nous, on va encore tomber de notre chaise là, dans je ne sais pas combien d'années parce qu'on n'aura pas réagi. Il faut vivre, il faut profiter de la vie. C'est le moment présent. Là. Mais je trouve que les gens sont tristes. J'ai eu des vœux, là, je ne citerai pas, mais putain, la faute, c'était pas terrible, quoi. On aurait cru qu'on était à une veillée funèbre. Moi, j'ai surtout hâte du coup d'entendre ses vœux. Du coup, vu comment il les vend. Alors moi, je sais pas, moi je suis pas trop vœux en fait, parce que faire des vœux c'est bien, mais agir c'est mieux. Bien sûr. On peut faire des vœux tous les ans, mais il faut plutôt agir dans tous les domaines. On m'a dit, alors je sais pas si ma source est sûre ou pas, mais on m'a dit que lors de tes vœux tu ferais un striptease. Est-ce que c'est vrai ?
Alors moi, non, parce que je pense que dans la seconde qui suit, la salle sera vide. Nous, on restera. On peut retrouver le Cap Nord sur Internet, hein, si on veut s'y inscrire. Cap Nord sur dijon-capnord.fr. Sur Facebook, LinkedIn. Sur Facebook, LinkedIn, Instagram, et également notre émission Cap au Nord qui a lieu tous les mois sur RCF, où on reçoit diverses personnes sur différents sujets et on se marre bien. Super. Ok, super. Un dernier mot alors, du coup, avant de lâcher le micro. Bonne soirée. Merci. Bonne soirée à toi aussi. Merci. Alors nous sommes avec Daphné. Bonjour. Bonjour Daphné. Alors, reparle un petit peu dedans, voir si on Est-ce que t'entend tu bien. m'entends là? Ah ouais, c'est super. Ok, nickel. Alors, est-ce que tu peux te présenter rapidement, Daphné? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu es? Pourquoi? Alors, qui je suis? Donc, je suis Daphné. J'habite à Dijon depuis à peu près 15 ans. D'accord. Là, maintenant, je suis naturopathe. Ok. Je suis spécialisée en nutrition fonctionnelle et en santé environnementale. Et c'est une reconversion. D'accord. J'ai ouvert mon cabinet il y a 6 mois. Et j'ai eu 3 ans de formation, à peu près. Et avant, en fait, j'étais 15 ans dans le bâtiment. Ah oui, rien à voir. Vraiment rien à voir. Tu faisais quoi dans le bâtiment? J'ai fait plein de métiers. À la base, je suis ingénieure en génie civil. Ah oui. Voilà, j'ai été dans le contrôle technique, Ok. j'ai été dans la maîtrise d'ouvrage. Ok. Et là, naturopathe Et aujourd'hui. là, naturopathe. Alors, tu disais, tes spécialités sont... La nutrition fonctionnelle et la santé environnementale. Explique-nous, pour nous, et puis pour les gens qui écoutent, qui ne sauraient pas ce que c'est. Il doit y en avoir. Alors la naturopathie, c'est une vision globale, c'est avoir une vision globale de l'individu et ne pas le segmenter en fait entre, par exemple, juste le système digestif ou le système nerveux. L'idée, c'est vraiment de prendre l'individu dans sa globalité et dans son environnement professionnel, familial, conjugal, personnel, D'accord. parce que forcément, ça a un impact sur lui. Oui. Et moi, dans mon approche, j'ai voulu me spécialiser en fait pour... alors, la naturopathie, à la base, c'est vraiment une évaluation générale alimentaire. Oui. On fait le point sur tout ce qu'on mange. Comme un nutritionniste? Non, alors moi, je ne fais pas de plan alimentaire. Moi, je ne vais pas parler de grammes. Toi, c'est un point, un constat? Ouais, c'est avec la même approche, mais moi, je ne vais pas faire de plan alimentaire. D'accord, ok. Voilà, c'est la différence. Ensuite, je vais faire une évaluation de toutes les habitudes de vie. Ouais. Donc c'est ça qu'on appelle les facteurs environnementaux. D'accord. Donc on va avoir par exemple le stress. D'accord. Mais le stress, ça peut être le travail, la famille. On va aussi avoir tout ce qui va être les expositions à des produits chimiques qu'on peut limiter en fait en choisissant nos poêles, la façon dont on cuit les aliments par exemple avec les cuissons à très très haute température là, avec les air fryers qui sont très à la mode, mais qui ne sont pas une bonne nouvelle. C'est pas une bonne nouvelle, ouais. C'est pas du tout une bonne nouvelle pour la santé. Ouais. Bah oui, ça cuit trop fort en fait. Eh ouais, d'accord. Et alors le risque, c'est quoi? Ça fait des composés en fait chimiques qui sont pas bons pour la santé, qui sont reconnus en fait cancérigènes. Alors que les huiles frites, c'est tellement mieux. Ouais, alors moi j'ai un petit mantra, hein, c'est 80-20. 80% de l'alimentation doit être hyper équilibrée. Ce qui laisse en fait 20% de, et voilà. Et de malbouffe. Ça c'est sur une semaine, pas forcément de malbouffe. Non, jamais je dirais il faut boire du coca, même quand on a la gastro. Non. Mais ça fait sur une semaine, ça fait 4 repas en fait qui sont quand même voilà. Ah oui, c'est quand même 4 repas. Où on peut être comme avec ce qu'on va manger ce soir. Parce que nous, on s'accorde souvent un cheat meal par semaine, tu vois, hein, Clem? Oui. On est d'accord. C'est ça. Oui. Et ben en fait 4 c'est ok quoi. Ah ouais. Voilà. Allez. Et, ça c'est et la donc, meilleure dans mon nouvelle approche, de la journée. Merci Daphné. J'ai aussi voulu faire ce choix de me spécialiser du coup pour c'est pas tout le temps et c'est pas obligatoire, mais pouvoir regarder en fait et proposer des analyses biologiques avec des biomarqueurs qui me semblent pertinents de regarder en fait en fonction de la problématique pour laquelle la personne vient me voir. Oui, c'est ce que tu nous disais, que tu pouvais travailler du coup en accord, en lien avec des médecins. Alors moi, c'est vraiment ce que je cherche à faire. Donc oui, la profession n'est pas réglementée au niveau des naturopathes, donc ça peut nous desservir, mais on reste assez très libre du coup de ce qu'on fait. Donc on peut se spécialiser et du coup avoir vraiment envie de discuter avec les médecins. Moi, j'aime pas le terme d'alternatif. Ah oui. Moi, c'est complémentaire. Oui.
Et c'est pas du tout pareil. Enfin, les mots ont un sens et alternatif, c'est à la place de. Complémentaire, c'est vraiment à côté. Oui. Le médecin, il a 25 minutes, grand max. Oh, t'es gentil. Pour son patient. Et moi, mon client reste le patient de son médecin, en fait. Il faut pas que mon client, quand il ressort de mon cabinet, il ait la tête à l'envers parce que la naturo, elle a dit ça, puis parce que le médecin, il a dit ça, et que finalement, c'est pas du tout en phase, et que voilà, c'est pas... Mais d'ailleurs, tu parles de client, pas de patient. Et oui, j'ai pas le droit de parler de patient. Parce que tu n'es pas... je suis pas reconnue comme professionnelle de la santé. Oui, c'est vrai que quand on parle de médecine alternative aujourd'hui, il y en a des tas en fait, et c'est vrai que ça a ce côté un petit peu péjoratif de... c'est pas vraiment de la médecine, beaucoup de gens à l'ancienne... Alors ça c'est en France, parce que dans d'autres pays, en fait, charlatan, sorcière... voilà. Dans d'autres pays, comme nos voisins allemands, c'est pas le la cas, Suisse, les Pays-Bas aussi, au Canada, voilà, c'est pas du tout cette même approche. C'est comme ça. En France, voilà, si je suis pas contente, à la limite, je déménage. Et voilà, moi, je veux pas. Enfin, je vais essayer, en tout cas, je ne fais pas n'importe quoi, et je veux vraiment essayer de redonner, de redorer l'image des naturopathes qui font pas tous n'importe quoi. Et comme je dis à chaque fois, il y a des charlatans partout, il y a des plombiers charlatans, il y a des chirurgiens charlatans et il y a des naturopathes charlatans. Après, plus la profession est encadrée et moins il y a de charlatans en général. C'est sûr. Tu voulais dire quelque chose, toi, Clem ? Non, non, je disais qu'effectivement, absolument tous les corps de métier, finalement, peuvent très bien avoir leur dérive. C'est sûr. Mais là, c'est vraiment dans les tuyaux, la reconnaissance officielle, avec une norme derrière. C'est une bonne chose. Ouais, je pense que c'est une bonne chose. Et alors, du coup, est-ce qu'on peut trouver de l'art dans ton métier ? Et lequel ? Eh bien, je fais des massages aussi. J'ai découvert ça pendant ma formation de naturopathe. Alors oui, un art, je sais pas finalement quelle est la définition de l'art, mais c'est toute la question du podcast. Mais du coup, quand je masse, en tout cas, c'est comme une chorégraphie en fait. Enfin, moi, je prends beaucoup de plaisir, pas forcément une danse, mais même du corps. Du corps. Enfin là, du coup, vous me verrez de votre table quand je masserai, et il y a vraiment, il y a vraiment une position de corps à avoir déjà pour pas se fatiguer inutilement. Et oui, je pense que ça, c'est vraiment l'art Enfin, en tout cas, moi, quand je masse, j'essaye de discuter, en fait, sans discuter, d'avoir avec une des vraie mots. connivence. Voilà, sans... avec une vraie connexion, sans les mots. Et donc, ça passe forcément par une espèce de chorégraphie. Et dans la vie de tous les jours, tu as des passions artistiques ? Alors, hors métier. Ouais, alors je m'intéresse un petit peu à beaucoup de choses. Là, ma prochaine découverte, ça va être le crochet. Ça la mode, ça revient. Donc rien à voir, mais si j'ai un jardin où voilà, j'ai toujours cru que j'étais pas du tout artistique en fait. Et quand je me suis installée, c'est moi qui ai créé ma carte de visite, c'est moi qui ai fait mon site internet, et finalement c'est là où je me suis rendu compte tu devais l'avoir en toi quand même, quoi. Que j'étais artiste, alors pas au sens où on nous l'apprend en cours de dessin quand on est petit. Et donc il a fallu que j'attende 40 ans pour me dire ah mais oui, en fait t'es créative, quoi. D'accord. Aujourd'hui, donc tu te reconnais comme créative, tu arrives à trouver de l'art même dans ton métier, dans ce que tu fais dans le massage, dans le rapport au corps et à l'autre. Et moi j'avais une autre question, si tu nous en parlais tout à l'heure en off, mais moi j'ai découvert un mot avec toi. Ah oui. Et je pense que nos éditeurs et auditrices ne le connaissent certainement pas, c'est la congruence. Alors c'est quoi la congruence ? Alors, là, moi j'ai fait une définition pour expliquer à mes clients en fait, finalement ça. Je pense parce que tu en parles à tout le monde. Et bah oui, parce qu'en fait tout le monde me dit mais pourquoi tu fais pas des publis Instagram pour te faire connaître ? Et donc ma réponse est quand on va voir quelqu'un comme moi, il faut vraiment qu'on sente que la personne est alignée entre ce qu'elle pense, ce qu'elle dit et ce qu'elle fait. Bien sûr. La dernière étape est importante parce que penser des choses, dire faites des ce que choses, je dis, mais pas pas ce que je fais. voilà. Oui. Donc j'ai découvert ce mot, la congruence, et quand je l'ai vu, je me suis dit mais oui, mais c'est tout à fait ça en fait. Donc ce mot désigne l'alignement du faire, de l'être et du paraître, des trois. Du penser, penser, être, faire. Penser, être, faire. Oui. Elle est en train de bugger. Vous la voyez pas, mais elle pas bug. paraître. Mais pas paraître. Ouais, d'accord. faire, La congruence.
Ouais. D'accord, ok, bon, voilà. Moi, je vais essayer de le Donc Daphné réutiliser. est congruente. Ça se dit du coup Ouais. Tu sais, c'est ce qu'on s'est dit quand on t'a vu la première fois. On s'est dit, mais cette fille-là, elle est congruente. C'est évident. Elle le porte sur elle. Elle porte la congruence, quoi. Vraiment. Ok. Donc ce soir, tu es dans cette Dans ce club d'entreprise Cap Nord, et donc tu vas intervenir en faisant des massages aux gens qui Oui, seront c'est là. ça. Donc on sait ton prénom, mais est-ce que du coup tu as un nom d'entreprise? Où est-ce qu'on peut te retrouver? Alors, mon cabinet s'appelle Daphné Petrelli. Ok. D'accord. Italienne? Oui. Oui, Je suis- italienne, ok. T'as vu comme je suis intelligent? Incroyable. Et tu l'as lu sur elle comme Ah elle est ouais, congruente et italienne, voilà. Et donc, je Congruente. suis installée au-dessus de la zone Cap Nord, à D'accord. Ruffet-les-Échirés. Ah, Ruffet. Ok. D'accord. Donc, j'ai mon ok. cabinet qui est dans mon jardin, Ok. au fond du jardin. Ok. Et qui, parce que bon, tu as expliqué un petit peu ce que tu faisais, mais juste pour finir là-dessus, Qui peut venir voir de un prime abord, naturopathe voilà, qui peut Ouais. venir voir un naturopathe, parce que les gens vont peut-être se poser des questions. Ouais, Pourquoi bien on viendrait sûr. te voir? Alors, il y a 3 publics. Ouais. Il y a le public qui, la personne est en bonne santé D'accord. et elle a envie de continuer à le rester. Ok. Donc, on fait un bilan en fait. Ok. Voilà, Mais j'envoie tout un va question. Mais tout va bien en fait. C'est juste parce qu'en fait, on entend plein de choses. Le gras, c'est pas bon. Les produits laitiers, c'est pas bon. Le gluten, ça fait mal au ventre. Ah oui. Et en fait, moi, j'arrive, je vois des gens qui vont très bien, mais qui mangent plus rien. Et puis ils ont peur de tout en fait. Tu lèves Ouais, des on se pose angoisses beaucoup en de fait. questions. Complètement. Mm. Alors que, moi, hors allergie, il n'y a aucune restriction alimentaire chez moi, quoi. Ouais, d'accord. Et C'est le chouette. gras, c'est la vie. Donc Oui. on remet du gras. Merci. On remet du On aime gras. cette phrase. Merci. du bon gras. Merci à Caradoc. Et le deuxième type de public, ça va être des publics, on va dire, à risque, à besoins particuliers. Donc là, on va avoir les femmes enceintes ou D'accord. allaitantes, tout ce qui va être sportif, D'accord. voilà à peu près. Qui ont besoin d'une hygiène de vie particulière. particulière, ouais. parce qu'il y a des besoins particuliers, et toute la population végétarienne, végétalienne, où là, si on ne fait pas attention, on peut vraiment être en carence. Compliqué, ouais. Mm. Et sinon, le reste de ça, c'est plutôt vraiment la majorité de ma clientèle, ça va être toutes les problématiques. Donc, les 4, ça va être problème de sommeil, D'accord. problème digestif, Ouais. tout ce qui va être typiquement féminin ou masculin. Mm. Et puis ensuite tout ce qui va être les maladies métaboliques, donc l'obésité, la résistance à la perte de poids, qui sont en explosion. Ah ouais. Ah bah ça. Ouais. Est-ce qu'on suit le modèle américain, tu penses? Alors non, pas que. Les perturbateurs endocriniens, maintenant on le sait. Ah, la On a pollution et tout ça. Voilà, Ah oui. sur l'endométriose, sur l'obésité. Donc c'est 2 choses qui sont en train d'exploser. Ah ouais. Mais on a une petite idée de pourquoi c'est. Et voilà, c'est toujours pareil. Hein. C'est toujours la même chose. Ok. Ouais, c'est plutôt large en fait. Bon. hein. Alors, donc, Daphné Petrelli. Hein. Oui, c'est ça. Petrelli, merci beaucoup en tout cas, parce que bon, bah, moi, pour finir là-dessus, je pensais vraiment qu'un naturopathe, c'était un peu comme un psychopathe, mais qui coupait des arbres, quoi, tu vois. Et je qui sais donnait pas, des qui plantes. donnait qui trucidait des plantes à coups de chlasse, je sais pas trop. Ça va, tu n'as plus peur maintenant. J'ai plus peur, j'ai plus peur de toi. C'est vrai qu'au début, j'avais un peu. Mais, Et peut-être même que tu te feras Ouais, c'est ce que masser j'allais dire. alors. Est-ce que tu vas sauter le pas? moi, je pense que non, mais je pense que toi, oui, peut-être. Parce que toi, t'aimes bien ça. Très certainement. Ah, Ok. super. Certainement. Merci à beaucoup, vous. Daphné. Et puis, Merci. vous pouvez la retrouver donc à son cabinet de Ruffet. Merci. Merci beaucoup. Et c'est parti. C'est parti. Alors, nous sommes à l'apéro, toujours Oui, à cet événement Cap Nord, et nous sommes accompagnés de Philippe. Phil, Cincinnati. Phil. Voilà. Voilà. Alors, dis-nous, tu peux te présenter un peu rapidement? Alors très rapidement, oui, je me prénomme Phil Cincinnati. Oui. Voilà. Je suis originaire, je suis né à Dijon. Oui. Voilà. C'est une bonne chose. Voilà. Bravo. Je sais pas. C'est une chance, hein, c'est une Je chance. sais pas, mais je n'ai fait que chance. d'y naître. Hein. Ah oui. Donc voilà, et j'ai voyagé pas mal. D'accord. Plutôt un artiste baladeur, Oui. voilà, en balade, en permanence. Et tu fais quoi Voilà. comme art? Comme balade. Comme art? Ah, comme art. Ouais. Je suis plutôt non figuratif. Non figuratif. Expression libre. De la peinture, du coup? La peinture, D'accord. de l'huile essentiellement. Et j'agrémente aussi mon travail par des collages. Par des collages. Voilà. Et tu t'exportes jusqu'en Italie, alors, du coup? Oui. D'accord. Oui, aussi, oui, j'ai un agent là-bas maintenant. Bon, super. Récemment. Et tu fais ça depuis combien de temps alors? Ah, j'ai toujours peint. Enfin, c'est ce que les artistes disent en général. Oui. Ah, C'est pas comme forcément. ça. C'est ce qu'ils disent tous. Je suis tombé du berceau, voilà. Je suis tombé sur un pinceau. Et, voilà. Qui traînait Non. par là et Oh, je peins depuis longtemps, bien entendu. Ok. Vous dire depuis quand, on va dire professionnellement,
depuis une vingtaine d'années. Voilà. Ouais. Un peu plus professionnellement depuis 10 ans. Ok. Oui, tu en vis, c'est ça Voilà. depuis 10 ans. Hein. Voilà. Et puis voilà. Ok, super. Voilà, la vie est belle. Donc Italie, et donc là tu as été invité ce soir du coup pour exposer alors par Rémi, c'est ça? Oui, tout à fait. Donc c'est une première pour moi. Ok. Voilà. Je n'ai pas l'habitude de me confronter à ce type d'événement, Ouais. voilà, notamment avec d'autres artistes. Pour moi c'est une première. D'accord. J'ai toujours travaillé, j'ai toujours été présenté seul en général. Ok. Donc plutôt dans des galeries Voilà. ou Plutôt dans des galeries. Alors dans les galeries évidemment il y a d'autres artistes, hein, c'est pas, toujours. voilà. Oui. Mais d'une façon générale oui je fais des expos seul. Donc, voilà. C'est pour ça Ok. qu'on te voyait Plutôt en solo. déchirer les toiles des autres tout à l'heure. Exactement, oui, Il exactement. marchait dessus Il même, je marchait crois. dessus, hein. il a craché dessus, je crois. Oui, bah, moi j'aurais fait pareil. Tout à fait, tout à fait. Excuse-moi, vas-y, je t'en prie. Hein, ok. Et du coup, comment il t'a trouvé, Rémi? Vous vous êtes rencontrés quelque part Ouais, il y avait une cabine téléphonique, il attendait devant la cabine téléphonique. Ah, et tu voilà. t'es dit bonjour, je suis artiste, Voilà, oui, tu voilà, cherches c'est quelqu'un? ça, exactement. C'est le meilleur moyen Bah, de. Oui, bien pourquoi sûr. pas. Voilà. Non, on s'est rencontrés ici, il est venu me voir dans ma galerie. D'accord. J'ai eu une galerie pendant 2 ans à Châteauneuf, pas loin d'ici. Ok. Voilà. Et donc on est arrivé au terme du contrat et là maintenant je suis à Auberive. Ah, Dans Auberive, le pas à 52. Brive-la-Gaillarde. hein. Non, On brive la Gaillarde. dans le 52, pas loin du pôle Nord. Voilà, Ok. voilà, c'est À deux tout pas. loin. Vraiment pas. Voilà, Là où il fait froid. Oui, D'accord. vraiment à 2 pas du Exactement. pôle Nord. Ouais. exactement. Voilà. Et alors, en parlant de ton art en particulier, on a vu, alors on pourra prendre quelques photos si tu le veux bien pour te présenter Bien sur les sûr. réseaux. Plaisir. On a vu qu'avec Clémence, on se faisait la réflexion entre un tableau et un autre, Oui. il y a tout un monde. On a l'impression que ce sont 2 artistes différents. Pourquoi tant de différence entre tes tableaux? Ben, je dirais plutôt que je suis plusieurs à l'intérieur. En fait. Ça reflète Donc, tes différentes il y a personnalités. plusieurs palettes aussi, il y a différentes personnalités sûrement, probablement. Il y a un être intérieur aussi qui doit gérer un peu tout ça, etc. Bien sûr. Et qui de temps en temps en a marre d'un style Ouais. et donc veut passer à un autre. D'accord. Je vois pas comment expliquer la chose, mais enfin donc je suis capable de sauter du coq à l'âne, d'aller vers le figuratif, pas trop, mais et puis de passer à l'abstrait, de l'expression libre, à l'expressionnisme, etc. Comment on reconnaît tes toiles? Oui, bah, les amateurs, les collectionneurs, les gens qui m'ont déjà un petit peu, je dirais, qui m'ont déjà acheté en quelque sorte, disent qu'il y a un fil conducteur. D'accord. Il y a un fil conducteur, alors c'est la couleur, bien sûr, il y a Les collages, le système de collage peut-être aussi. une palette. Voilà. Oui, aussi, bien sûr. Voilà. Oui, c'est Ok. une bonne question, les collages, ça. Oui. Non, mais ce que je disais, je pense que quand on regardait tes tableaux là avec Nico, c'est vrai qu'on retrouve justement ce système de collage et qui est finalement peut-être ta patte en Alors, fait, ce qui font un peu le lien. Oui, là pour le collage, mais je fais une petite parenthèse. On entend souvent par collage le fait de récolter des prints en fait, Oui. existants sur des Ah oui. magazines, des affiches, etc. Oui. Ah, de les Alors, imposer sur une oui. toile. Alors que moi je fabrique moi-même mes propres stickers, on va dire. Oui, voilà. Et donc on est plus dans l'idée de l'assemblage que du collage en fait. Voilà. Ça Moi, tu apporte fais du bien relief, préciser. hein. Oui, Ouais. c'était Ouais, juste. oui. Oui, parce que comme on est c'est pas très radiophonique ce dont on parle, Non, donc il non, faut non, être bien plus sûr. précis. Voilà, bon, après, Ok, super. Et alors, on peut te retrouver où? À alors, part on en peut Italie. Oui, alors À part en Italie. on peut me retrouver sur les réseaux sociaux. Ouais, Ok. Donc Phil Cincinnati, d'accord. voilà. Sur la toile, je suis présent. Facebook, voilà. Instagram. Oui, puis là j'ai un site qui est en cours. D'accord. Pour l'instant, malheureusement, je ne l'ai pas encore. Ok. Voilà, mais ça sera avec mon patronyme. D'accord. Avec Phil Cincinnati ou alors Cincinnati 21. Ou voilà. Oui. Donc, Ok. on me trouvait facilement. On peut avoir des originaux, est-ce qu'on peut avoir des repros? Ah non, uniquement des originaux. Que Je fais des pas de originaux. repros. Que des Je fais pas de originaux. repros, je fais pas de multiples non plus. D'accord, Non, ok. je fais vraiment que de De la l'original, personnique. unique, voilà. Et ça t'arrive de faire des commandes? Il y a des gens qui te demandent. Ça m'est arrivé, oui, bien sûr. Ouais. Oui, tout à fait. Et on te demande quoi Souvent souvent des grands formats. De la peinture, je dirais. Oui, de la peinture. Voilà. Oui, bah, souvent il y a un thème imposé. Alors, j'aime Ah, pas trop, ouais. mais bon, Ouais, ça c'est l'aspect alimentaire. Donc, voilà. Bien sûr. il faut le faire Mais quand même. il faut le faire quand même. Mais oui, ça m'arrive. Des grands formats souvent. Voilà, j'ai déjà réalisé des fresques pour des hôpitaux, pour des cliniques. Ah oui.
Voilà. Eh ben, Super. merci beaucoup. beaucoup, Phil. Bah, écoutez, on peut Bonne le soirée, retrouver sur alors. les réseaux et puis on Bonne se reparle soirée, tout à l'heure. Et on montrera les photos. Ouais. Merci. Chin. À la Merci. vôtre. Alors, On nous est avons agréablement entourés ce Entourés soir. Là, nous ont de envahi la table. 3 personnes. Donc, 3 charmantes dames qui vont pouvoir se présenter. Du coup, Caroline, tu veux commencer, par exemple? Je m'appelle Caroline Pérou, je suis originaire de Dijon. Incroyable. Oui, je viens de loin, très loin, Bravo. contrée lointaine. Et mon nom d'artiste, c'est Mademoiselle Bouche. Ok. Voilà, et donc ce soir, je suis heureuse de faire partie de l'organisation de la soirée à l'auditorium, en votre compagnie en tout cas. Un super lieu. Hein. Super. Oui, Ouais, oui, c'est magnifique. ça va être magnifique. Et donc alors, Mademoiselle Bouche, c'est quoi? Raconte-nous. Alors Mademoiselle Bouche, c'est une longue histoire. C'est Alors parfois on me on adore demande les souvent, histoires. mais pourquoi as-tu choisi la bouche? D'où ça vient cette histoire de bouche? La bouche. Alors, pas trop près du micro. Près du micro. La bouche pas trop près du micro. L'excuse. Alex. Salut Alex. On a Alex qui est là. on a Coupé. Laurent Arnaud aussi. Non, pas de souci. T'inquiète, on Pas de adore, souci. on adore quand c'est entrecoupé comme ça, c'est super. Oui, tu vas venir à notre micro toi tout à l'heure. Bien après. Donc oui, la pourquoi bouche, la bouche pourquoi la bouche La bouche, c'est symbole de gaieté. Alors, ça vient aussi d'une anecdote. Quand j'étais au collège, en cours de français, on a souvenir avec tous mes copains. Je me suis fait mise à la porte par ma prof. Alors, on se Super. regarde tous, on comprend pas. On se dit pourquoi et là, elle s'énerve. Elle dit mais Caroline, arrêtez, je vous mets dehors parce que vous souriez trop. Ouais. Là, on s'est Vous tous regardés, on s'est souriez dit mais c'est pas une raison valable ça. C'est la Voilà. première fois que j'entends ça. Vous m'agacez, vous souriez trop, vous avez trop le sourire. J'ai dit, bon, très bien. Et c'est vrai que la bouche est restée pour moi, cette incarnation de la gaieté, mais pas seulement. C'est le symbole de l'expression, D'accord. aussi la possibilité de donner l'expression aux femmes, notamment dans l'art. C'est pas toujours une place facile à prendre en tant qu'artiste. C'est Donc, jamais une place facile à non. prendre. Voilà, Nulle part. et De manière l'idée, générale. voilà, la bouche, c'est aussi donner la parole à ceux qui en ont moins ou ceux qui ne l'ont pas du tout. Je pense notamment aux animaux, parce que je peins énormément de portraits animaliers et je leur dessine une bouche pour mieux aussi leur donner la parole. D'accord. Ok. Donc tu es donc artiste peintre. Oui. Tu bosses avec quelle technique? Alors j'ai plusieurs techniques. Longtemps j'ai dessiné sur crayon papier, fusain, peinture sur toile. Et puis là j'ai développé une nouvelle technique digitale avec une tablette graphique qui me permet de faire des dessins en tout format puisque c'est du vectoriel, donc on peut agrandir à l'infini. Plus facile. Et donc je propose des œuvres sur plexiglas. Ah ouais. Oui, donc c'est un support qui est sympa parce que c'est vrai qu'en tant qu'élément même décoratif, c'est plutôt qualitatif. C'est transparent alors du coup. C'est translucide. Ah ouais. Oui, c'est imprimé sur une plaque d'aluminium et il y a un contre-collage de plexi, donc c'est fait. Il y a un petit effet de profondeur qui apporte encore plus de luminosité à mes couleurs parce que j'aime beaucoup travailler la couleur. Je trouve que c'est de la gaieté, c'est très vivant. Voilà, Très donc, coloré. Ça s'abîme pas facilement? Le plexi, c'est très rigide, donc ça. Aux rayures, je vais dire. Alors les rayures, ce que je me faut être disais, vigilant. C'est sûr qu'il faut pas mettre l'éponge à gratter dessus. Mais voilà, et pousser rapidos. Voilà, normalement, on bouge pas une œuvre non plus quand Tout le on temps, est chez soi. Voilà. Ok. Ah, c'est original le plexi, j'ai du Oui. mal. Alors ça, c'est des œuvres originales qui sont sur Ok. plexiglas. Donc je propose une œuvre unique. Et je propose également aussi des reproductions sur papier d'art pour les personnes qui veulent s'offrir une repro en édition limitée, numérotée et signée. Et on peut te retrouver sur les réseaux aussi. Alors on peut me retrouver sur Instagram, Facebook et puis mon site internet mademoisellebouche.bigcartel.com. Voilà, j'ai toute ma Tu as une boutique en carte ligne. par hasard parce que Oui. on n'a pas eu le temps de noter là. Alors du coup on va passer à une deuxième personne qui est avec nous du coup ce soir. Bonsoir Anita du coup. Alors est-ce que pareil tu peux te présenter en quelques mots du coup? D'accord, donc moi je m'appelle Anita, je suis franco-colombienne, je suis née ici à Dijon mais j'ai fait une grosse partie de ma vie en Colombie.
Et je viens de revenir à Dijon depuis 1 an et demi où j'ai créé une association culturelle dédiée à tout ce qui est la musique, électro, techno, etc. Et en fait, j'ai une succursale en Colombie aussi, à Bogota. Donc je fais des événements en forme simultanée ici à Dijon et à Bogota. Et j'ai développé aussi un SoundCloud et un YouTube où on peut voir des vidéosets de DJ, tant colombiens comme français. Donc j'ai voulu créer un pont entre les deux pays. Okay. Et voilà. Ça, c'est moi. Super, trop bien. Et j'accompagne Caroline, Mademoiselle Bush, dans toutes ses expositions. Et Caroline et moi, cette petite anecdote qu'elle a racontée il y a 5 minutes, j'étais avec elle, on était des amis on est amis depuis qu'on a 12 ans. Ah, donc tu étais dans la classe quand ça s'est passé. Voilà, c'est incroyable. Au collège Marcel Pardet. Donc voilà, prof de français. Donc voilà. Dont on tairait le nom. On va pas dire parce que. C'est à une lettre près. Voilà. Donc on est amis depuis qu'on a 12 ans et on s'est rencontrés après 20 ans de voyage et de la vie, quoi. Et on a commencé à créer ensemble, en fait. Donc voilà. Ok, ça, génial, moi. Super. Pardon. Du coup, oui, on se passe un peu les micros, mais du coup, donc tu accompagnes à chaque fois ton ami un peu partout. Mais tu me parlais tout à l'heure aussi de podcasts, en fait. Oui. Est-ce que tu peux m'en parler un peu plus là ? Caroline, tu veux passer ? Oui. Donc le micro, sinon, donc moi j'ai un collectif de musique électro, donc il s'appelle Casa Under. Et Casa comme maison, Under comme underground, parce qu'on a commencé en Colombie d'une manière très underground à faire des petites soirées, des petits événements par-ci par-là. Et en fait, avec le temps, l'idée s'est développée et on a un podcast où on invite des DJ reconnus de la scène française ou de la scène dijonnaise par exemple et de la scène aussi de Bogota à lancer leur son sur notre SoundCloud. Par exemple ici il y a Petit Luc, je ne sais pas si vous connaissez du collectif Risque qui a lancé son set avec nous il y a 1 mois et en fait c'est ça, on invite des artistes émergents ou des artistes déjà consacrés à lancer leur musique dans notre podcast. Et après on a aussi, parce que SoundCloud c'est quand même un réseau assez dédié à tout, un peu, comment on pourrait dire ça, c'est pas tout le monde qui écoute SoundCloud, c'est vraiment les amants de la musique, non ? C'est une niche, vous voyez ? Oui. Donc maintenant on s'est dit, on va lancer le YouTube où on a vraiment beaucoup plus de personnes qui peuvent se connecter et adhérer à notre idée de vidéo set, vous voyez. Donc nous la musique elle va on fait de la house music, on fait de l'électro, on fait du art techno, on adore hein. Mais on a bien compris qu'il fallait amplifier. Il faut de tout pour tout le monde. Voilà, de tout pour tout le monde. Donc voilà, et en fait voilà, ça okay. C'est un peu ce que je fais avec Cassander. Et on a notre premier showcase ici à Dijon le 31 janvier avec The Box. C'est un magasin de vinyle et en fait on se lance. Génial. Et du coup, avec ce partenariat entre ces deux pays, du coup, est-ce que tu as pu faire des duos, des mix de DJ sur des musiques ? Est-ce que... En fait, on est en train de commencer à connecter vraiment parce que en fait c'est un peu difficile, non ? Mon collectif est resté là-bas et moi je suis depuis ici, je suis un peu comme la Casa de Papel, vous voyez, El Professeur. Oui. Donc voilà, donc El Professeur. Donc moi je dirige un peu mon collectif là-bas en Colombie et je leur dis on va faire ci, on va faire ça et on commence à connecter. On veut faire vraiment essayer de voir si c'est possible de mixer une partie ici, une partie par là en live. Mais c'est compliqué pour l'instant, mais c'est des choses qu'on va réussir à faire avec le temps. Oui, c'est des projets plein la tête. Et voilà. Et nous, ce qu'on veut vraiment, dans un futur proche, moyen proche, ramener des artistes ici de Dijon en Colombie et inversement. C'est ça l'idée. L'idée principale, mais en attendant on va diffuser la musique des DJ de Dijon, de Paris
et de Bogota dans nos réseaux. Génial. Donc, et voilà. alors, du coup, comment tu as atterri en France et notamment du coup à Dijon parce que En fait, moi je suis dijonnaise. Ok. C'est juste que ma mère est colombienne et il y a eu un moment où je me suis dit je vais voir le monde parce que j'avais envie de voyager. Et j'ai fait 20 ans dehors de la France et je suis revenue ici à Dijon il y a 1 an et demi par les forces de la vie qui m'ont ramené ils m'ont ramené au point de départ. D'où les 20 ans du coup. D'où les 20 ans où j'ai été séparée de mon ami, mais c'est comme si on n'avait jamais été séparés. On s'est revus et ça a été la rigolade. Oui, c'était la rigolade. Elle et moi, on est un duo imparable. Merci beaucoup. On va pouvoir passer du coup à la troisième et dernière qui nous a rejoint. Donc Agnieszka. Agnieszka, tout à fait. Ça y est, j'ai dit, c'est bon. Oui, Ok. c'est bon, c'est très bien. Merci. Alors tiens, prends la place comme ça et t'as laissé le siège. Merci beaucoup. Alors, du coup, est-ce que tu peux du coup te présenter alors en quelques mots? Donc, je m'appelle Agnieszka Podgórska. C'est surtout Agnieszka parce qu'il n'y a pas 2000 à Dijon. Oui, non, effectivement, risque pas de te confondre. Ouais. Je suis venue en 2003 en France pour Erasme Socrates à l'école de Beaux-Arts de Dijon. Okay. J'étais à 5e année de l'école de Beaux-Arts de Cracovie. Du coup, ça m'a plu énormément. J'ai passé commission d'équivalence, donc j'ai été prise après mon master cracovienne. J'ai été prise à l'école ici, donc je continuais pour faire mon deuxième diplôme master en 2006. Ok, d'accord. Depuis, voilà, j'expose. Mon travail consiste d'univers à la fois ambigu sur certaines dualités entre enfants, adultes. Oui, on a pu le voir effectivement sur tes œuvres. Oui, c'est assez impressionnant. Voilà, ça base aussi sur 2 couleurs, surtout. Bon, je ne m'enferme pas, mais c'est surtout bleu et rose qui évoque pour moi aussi certains symboliques. Oui. Bleu, c'est spiritualité, c'est liberté, c'est la mer, ciel. C'est aussi côté animus. Donc, pour moi, c'est cette représentation d'énergie masculine. Oui. Comme rose, c'est douceur, enfance, ça peut être aussi justement cette côté féminin, énergie féminine, anima. J'aime beaucoup le symbolisme, j'aime le psychoanalysme. Du coup, dans mes tableaux, j'ai essayé de lier un travail très maîtrisé parce qu'il faut dire que l'école des Beaux-Arts de Cracovie, c'est l'école où chaque jour, modèle vivant, pendant le cours, il a fallu vraiment s'exercer manuellement. Donc je reliais dans mes tableaux le dessin très précis, dessin ou peinture, et je m'inspire des dessins des enfants qui sont très spontanés, sans cadre, qu'est-ce que les gens ils peuvent penser. Donc j'aime beaucoup cet dessin d'enfants libre, des fois un peu grotesque. J'aime beaucoup grotesque, liaison justement entre maîtrise et spontanéité. C'est ça qu'est-ce que je veux exprimer. Oui. Et du coup, ta technique, c'est tu utilises différentes. Tu touches autant à la peinture. Oui, en fait, j'aime beaucoup la peinture à l'huile, donc je peux faire vraiment grand tableau. Ici, je n'expose pas parce qu'il y a souci d'accrochage sur le mur. D'accord. Mais je fais grand tableau de 2 mètres. Voilà, j'adore faire grand format. Oui, parce que pour moi, la peinture, c'est un peu comme le sport. Comme je rentre dans le flow, en fait, je saute, je danse. Ça me fait trop plaisir de bouger. En fait, j'aime beaucoup d'être fatiguée après la journée de faire la peinture. Par contre, mes peintures plus petites ou les dessins, c'est un travail plus minimaliste, sorte de méditation. Donc, je dessine un petit peu comme ça soit gravure. Je superpose les lignes de façon parallèle. Et du coup, ça me calme, ça me met un peu dans le flow. Et la chose que je voudrais dire aussi, je ne dis pas ça souvent parce que je ne veux pas mettre les gens mal à l'aise. D'accord. Je crains le pire. Ouais. Non, c'est ça que le cadre de soirée est très joyeuse. Oui. Mais surtout dans mon travail, je voudrais bien de plus en plus m'approcher de protection droits des enfants. Oui. Car étant enfant, j'étais victime d'inceste.
Et du coup, c'est pour ça on peut comprendre peut-être mieux mon travail, que c'est cet lien entre nous adultes et enfants intérieurs. Oui, ce que tu disais, renouer avec l'enfant intérieur. Voilà, je voudrais bien encourager les gens, les victimes d'inceste ou de l'autre abusement, de libérer parole à personnes professionnelles ou les proches, parce que pour moi c'était vraiment très délibératoire. Voilà, donc je voudrais bien que mon travail ne soit pas simplement perçu comme quelque chose de joyeux, surtout ça, mais qu'il y a le fond derrière. Oui, tu as le message à faire passer. Voilà, j'aimerais bien aider aux personnes qui ont vécu la même chose que moi, parce que je reste quand même très dans le positif et je suis quelqu'un de très optimiste. Oui. Non, mais c'est vrai que dans tes tableaux, il y a justement ce que tu dis, ce bleu et rose qui amène vraiment de la gaieté, mais voilà, ce que tu disais, ce côté enfant intérieur reconnecté, que l'un fait partie de l'autre, qui vont ensemble et qui doivent avancer ensemble malgré ce qui a pu se passer. Oui. Et dans mes travaux aussi, je voudrais bien retrouver cette ambiance paisible, gaieté, de quelque chose qui est joyeux, qui est enfantin. Je joue aussi des fois sur cette couleur rose et bleue perçue par les gens de façon lambda, entre guillemets. Ça veut dire rose fille, bleu garçon. J'essaie de casser cette code aussi. D'emmener les deux ensemble. Voilà, de intervenir un peu de façon... penser le genre un peu lambda. Je ne sais pas si je peux exprimer comme ça, j'espère que ça comprend. Oui, vous comprenez. On comprend très bien. Il y a ce côté un peu, moi quand j'ai regardé tes œuvres, alors il y a ce côté un peu troublant, dérangeant parfois ce que tu disais, de la naïveté de l'enfant, du dessin qui va être franc dans ce qu'il dessine, qui va se figurer quelque chose de très précis, et le côté très, au contraire, fin et raffiné du dessin d'adulte que tu fais derrière, enfin de la peinture, etc. Et ça a ce côté un peu dérangeant, troublant un petit peu, qui te pique un peu au vif. Ouais. Mais c'est ça qu'est-ce que je cherche, cette ambiguïté d'ambiance. Oui. Donc, comme tu dis exactement, cette maîtrise de trait qui est très fin, très fine, et cette, comment on peut dire que dessin d'enfant, ça reste brut, ça reste symbolique, simple, mais sans censure. En fait, enfant, ça ne censure pas jusqu'à un certain âge. Oui. Sans filtre. Après moi en fait j'ai classification de le dessin de mes enfants, Mathilda et Milan, que comme Françoise Dolto, je fais espèce de classeur avec des sujets différents. Certains symboliques, justement, le soleil, le symbole qui sont aussi primordiaux, même dans carte de tarot ou l'autre. J'aime beaucoup développer ça, mais voilà, relié avec vraiment cette âme d'enfant. Parce que je veux bien qu'on garde notre âme d'enfant. Rester connecté à ça. Voilà. Par contre, la chose qui est importante également, de retrouver bien son adulte en soi. De ne pas rester sur cet enfant blessé en nous, mais le bien soigner. Donc à la fois d'être adulte, mais d'être adulte qui sait de s'amuser, d'être spontané, d'être créatif. Que l'adulte soigne l'enfant, en fait, quelque part. En fait, en nous, on porte différents archétypes, personnages, comme Carl Gustav Jung a défini. Donc, comme enfant intérieur, on a tous cette partie en nous parce qu'on était... Oups. Alors, pardon, c'est eux qui ont fait du Larsen derrière, c'est pas nous. C'est pas nous. C'est pas nous. Comme enfant intérieur. Oui, voilà, donc on porte cette partie, toutes les personnes étaient enfants un jour, c'est très incrusté. Bien sûr. Comme les parents, on peut être, on peut se prendre dans le bras soi-même, on peut se consoler, vous voyez, on peut prendre des décisions de façon mature et pas réagir de cette position enfant qui est blessé, qui est perdu. Bien sûr. Mais au contraire, justement, mais de retrouver l'équilibre d'enfant en soi qui a courage de s'exprimer, ou de façon créative, ou spontanéité, la danse, la joie, et voir les choses positives. Ok. Eh ben, merci beaucoup pour ces messages. Merci énormément.
Alors, on a la chance là ce soir, donc Clem est partie, elle est là, elle arrive. Bonsoir. Est partie chercher la personne qui est juste en face de moi, justement. Alors, est-ce que tu peux te présenter Oui, bien sûr. Déjà, je suis très heureuse de discuter avec Plein Phare. Je suis Najwa Beladef, adjointe à la maire de Dijon en charge du commerce et de l'artisanat et vice-présidente de Dijon Métropole. Super. Rien que ça. Rien que ça. Alors, tu nous parlais tout à l'heure, on a entendu ton discours, donc de votre envie de Dijon, en fait, de promouvoir toutes ces initiatives, les entreprises, l'art aussi d'ailleurs, puisqu'on en parlait tout à l'heure. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ta démarche à toi aussi? Oui, bien sûr. En fait, le secteur économique, les acteurs économiques sont au cœur du développement d'un territoire. Pour plein de raisons. Parce que c'est de la création d'idées, parce que c'est de l'innovation, parce que c'est de la recherche, parce que c'est de l'emploi, parce que ça fait vivre les gens, parce que c'est du lien social et parce qu'on a aussi beaucoup de chefs d'entreprise ici au niveau de Dijon qui sont impliqués dans leur territoire et dans les partenariats avec nous. Et j'aime dire qu'on co-construit une ville ensemble. Et la chance qu'on a à Dijon, c'est que j'ai l'impression qu'on a un microclimat où tout le monde travaille en bonne intelligence et ça, c'est génial. Ah oui, ça c'est super. Et je sais pas, tu as peut-être une question, Clem, sinon moi j'en avais une autre. Mais vas-y, enchaîne. Toi, à titre personnel, est-ce que tu es artiste, tu crées quelque chose ou qu'est-ce qui te fait vibrer dans la vie? La chanson. La chanson. Je voulais être chanteuse. Et donc, je le dis pas toujours, mais je le dis comme ça. J'ai eu la chance de pouvoir être Club Med Artiste. Ah oui. Et puis, j'ai eu la chance de faire des concours et même de signer dans une maison de disques, ce que je ne dis pas beaucoup. Et la musique fait partie de ma vie. Et c'est quelque chose, c'est ma bulle à moi. Et c'est pour ça que j'ai une sensibilité au monde culturel et artistique très forte. Parce que si on dit que la musique adoucit les mœurs, en tout cas pour ma part c'est le cas et j'en ai besoin aujourd'hui et je n'arrête jamais de chanter, je n'arrêterai jamais de chanter. Mais si tu as signé dans une maison de disques, alors pourquoi pas avoir continué là-dedans? Ou peut-être que tu le fais en parallèle d'ailleurs? Non, parce qu'il y a aussi le fait que j'étais en train de faire mes études, j'étais à l'université de Dijon, j'étais en fac de droit, j'ai fait droit parce que je voulais être avocate depuis toujours. J'avais cette image de la défense de la veuve et l'orphelin qui m'a toujours accompagnée depuis le collège. Je savais que c'était le métier que je voulais faire. Donc après, la raison prend le pas souvent sur d'autres choses. Mais j'ai pas abandonné la musique. J'ai pas besoin de le faire de manière publique. Mais voilà, c'est à moi, ça m'appartient. Et voilà, mais j'ai fini mes études et voilà, je suis restée à Dijon. C'est quoi tes influences musicales? Les artistes qui te font... Beaucoup d'artistes me plaisent énormément. Oui, Beyoncé, effectivement, j'adore. J'aime le R&B, j'aime la pop rock, mais j'aime aussi beaucoup la chanson française. Parce qu'au départ, on me disait, mais Najwa, il faut que tu chantes en français. Je me suis mis au répertoire de Piaf et c'est vrai que j'ai beaucoup aimé, et Brel et plein de chansons comme ça. On a un univers musical tellement divers. Merveilleux. J'aime toute la musique. Je pense que chacun peut avoir des préférences, mais pour moi, la mélodie, quelle qu'elle soit, me bouleverse, nous fait voyager sans bouger de sa chaise et je suis ravie de pouvoir transmettre ça à mon fils. Oui, bien sûr. Bien sûr, parce que toi, en tant que maman, tu vas transmettre ces artistes-là qui sont un peu en perdition, qu'on connaît de moins en moins malheureusement. Alors nous, Clem et moi, on est ultra fans de ces chanteurs français parce que c'est là où on tire nos inspirations. Mais c'est important de transmettre aux générations d'après cette culture-là musicale, artistique de manière générale. C'est ce que tu essayes d'inculquer, toi, à ton fils, de dire il y a une richesse culturelle en France. Oui, très diverse. En France ou dans le monde d'ailleurs. Très diverse. Il faut s'intéresser à tout. Il y a des choses qui nous plairont, mais au départ, il faut s'intéresser à tout. Ouais. Et on a la chance d'avoir effectivement un panel hyper large. Aujourd'hui, le rap français, avec le Golden Coast qui s'installe quand même à Dijon. Il faut savoir qu'aujourd'hui, le rap est la catégorie musicale qui vend le plus de disques et qui marche le mieux, qui remplit les zéniths et qui remplit les salles et qui a aujourd'hui un public hyper divers. Et c'est vraiment super de pouvoir avoir cette diversité, de faire ses choix. On est aujourd'hui à l'opéra et c'est aussi de la musique et c'est aussi des histoires et ce sont aussi des artistes et d'ailleurs ça a été dit tout à l'heure et c'est important que tout le monde le sache, il y a une diversité dans la programmation à l'opéra de Dijon qui fait que moi je suis venue voir un opéra circassien et c'était accessible à un enfant de 10 ans et il y a adhéré et voilà, je crois qu'il faut se laisser tenter, il faut venir parce qu'il y en a pour tous les goûts à
l'opéra, comme dans la vie en général. Oui, c'est un bon mot, effectivement. Donc c'était ma question. Est-ce que tu es venu à l'opéra? Voilà. La réponse est oui. Oui, je suis venue à plusieurs reprises. Et j'imagine plein d'autres concerts sur Dijon. Tu dois traîner un peu et partout. on a la chance à Dijon d'avoir des équipements culturels entre la vapeur, le cèdre, l'écrin. Entre l'écrin, entre le Zénith de Dijon. On a plein d'établissements culturels, parce qu'on a aussi le CDN, on a plein de choses, on a le Parvis Saint-Jean, on a du théâtre, on a une programmation culturelle, et je fais un petit clin d'œil à Christine Martin, ma collègue adjointe à la culture, qui est passionnée, et qui a une vraie porte-parole pour tout ce qui est l'activité culturelle ici à Dijon. Donc oui, la musique, la danse, les arts, il faut s'évader, s'ouvrir l'esprit et ne se fermer aucune porte. Christine, qu'on croise souvent dans les vernissages, à l'hôtel de Vaugué, et qui est la bienvenue aussi au micro, mais elle le sait, on lui en reparlera. Donc en fait, ce qu'on peut te souhaiter, toi, finalement, là, pour cette année 2025, hormis Beyoncé au Zénith de Dijon, avec des places VIP évidemment, pour toi et ton podcast préféré, le petit mot de la fin, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour cette année 2025 ? Plus de bienveillance dans notre société, plus d'ouverture d'esprit, et puis plus de touristes à Dijon, plus d'attractivité, toujours rayonner, parce que notre ville est belle. Elle est belle à l'extérieur, mais elle est belle à l'intérieur. Les Dijonnais aiment leur ville et ils nous le montrent tous les jours. C'est vrai. Madame la maire, Nathalie Condors, est impliquée. On a une belle équipe dynamique, donc le meilleur pour tout le monde, du bonheur pour tout le monde, il y a tout dedans. Alors on a la joie d'avoir récupéré Pascaline qui nous a amené un merveilleux bouquet de fleurs. Et oui, j'adore partager les belles choses. Alors, du coup Pascaline, est-ce que tu peux nous parler un peu de toi, te présenter en quelques mots? Alors Pascaline à l'Opéra Dijon, qui c'est C'est une fille qui a commencé après ses études à travailler ici. J'ai tout appris, j'étais à la communication et je suis passée il y a peu au service mécénat et partenariat. Alors j'ai tout appris à l'Opéra de Dijon, et pourquoi ? Parce que je suis passionnée par le milieu de l'art. Il regroupe tellement d'univers, que ce soit au niveau du chant, que ce soit au niveau des artistes qu'on accueille, qui soient de la scénographie, de la construction des décors, les créateurs costumes, les techniciens, parce que les techniciens sont des artistes aussi, et ça on oublie souvent de le dire. On est d'accord. On a des moments inoubliables avec des chanteurs à l'issue des concerts qui viennent nous dire merci, des choses comme ça. J'ai tout appris à l'opéra, et en fait maintenant j'ai envie de le partager. Alors je l'ai partagé avec de la communication, maintenant je partage avec du mécénat, du partenariat, et je ne peux pas être plus heureuse. Et t'avais fait quoi comme études du coup à la base ? J'ai fait des études de lettres, j'ai lu beaucoup de livres. Tu restes dans les arts alors du coup. Et en fait je reste dans les arts. J'ai un intérêt particulier effectivement pour tout ce qui est art du spectacle, de près ou de loin, en tout cas c'est ce qui me passionne. Et en fait dans mon idée c'est de valoriser la culture. On a la chance d'être dans un pays aussi qui la soutient, et je veux à tout prix lutter pour que dans les années à venir, quoi qu'il arrive, en fait, tout le public ait accès à de la culture, que ce soit de la musique, du théâtre, ça peut être sous toutes les formes, mais c'est tellement important. Mais oui. C'est seulement. Oui. Et alors, tu as un opéra, alors on est à l'Opéra de Dijon, là, ce lieu fabuleux, on en reparlera peut-être un peu, mais tu as un opéra favori ? Non, j'ai pas d'opéra favori, parce qu'en fait, d'une mise en scène à l'autre, d'un scénographe à l'autre, on redécouvre des œuvres qu'on aurait tendance à se dire non, on n'aime pas, c'est trop classique, c'est trop comme ça. Et en fait, on les redécouvre grâce justement à des regards qui sont portés différemment. Et ça, pour le coup, je me laisse porter à chaque fois. C'est pas parce que ça fait 10 ans que je travaille là, et j'en ai vu quelques-uns, que je me lasse. Au contraire, et je n'ai pas d'opéra favori. Évidemment, on a des émotions très personnelles, mais ça reste personnel. Non. L'opéra, est-ce que ça se renouvelle ? Parce que tu en parlais tout à l'heure, on en a parlé un peu en off, sans micro, tu disais un opéra, c'est pas forcément un truc chiant et barbant de 4 heures avec une entracte ou plus. Aujourd'hui, l'opéra se transforme. Comment l'opéra se renouvelle ? Est-ce qu'il arrive à se renouveler aujourd'hui ? Oui. Alors, l'opéra se renouvelle, ça plaît et ça ne plaît pas. Puisqu'effectivement, le public est quand même très large, très vaste. Il faut savoir répondre à tout le monde. Alors, on a des opéras relativement classiques. Là, cette année, par exemple, on a tout autant des opéras avec des mises en scène
on va dire avec des belles toilettes, parce que ça je l'entends beaucoup. Moi je veux voir un opéra avec des belles toilettes. Alors on en a. Classique. Et on a des opéras justement qui sont remodernisés. Alors c'est pas pour remoderniser un opéra, c'est pour se rendre compte qu'un opéra qui a été créé il y a des centaines d'années, en fait, a des convictions communes avec ce que l'on vit actuellement. La position de la femme, la position de l'homme, la politique. On a tellement de choses en fait qui se regroupent avec, à l'époque, des compositeurs qui n'avaient pas idée qu'en 2024, finalement, on avait toujours ces mêmes problématiques. Est-ce que c'est pas inquiétant ça, qu'on ait les mêmes problématiques qu'il y a 200, 300 ans? Alors justement non, parce que du coup on se rend compte qu'on a un regard totalement différent et qu'on voit les choses évoluer. Ah oui. On voit l'évolution malgré tout. Il y a quand même quelque chose qui bouge, quoi. Voilà. Non mais c'est ça, on voit l'évolution. Alors après effectivement il y a des opéras qui à l'époque passaient très très bien, qui ne passent plus maintenant parce que le regard par exemple de la femme, c'est un sujet très classique mais un opéra ça reste une histoire d'amour. Il y a un homme, une femme, quelqu'un qui meurt à la fin, c'est un drame. Et ça marche toujours. Donc finalement ça se renouvelle mais sur quelque chose qui fonctionne toujours. Toujours la même recette en fait. Mais on l'a fait à toutes les sauces et ça marche. Voilà. Et alors, est-ce qu'on arrive à attirer des jeunes à l'opéra? Oui, tout à fait. En plus, Dijon est une ville étudiante. Oui. Alors du coup, on a un vivier qui est quand même très intéressant. La seule question, c'est qu'effectivement, ces gens partent après l'année suivante. Et oui. Mais dans l'idée, c'est que nous, on ne travaille pas pour l'opéra Dijon. On travaille pour la culture, on travaille vraiment pour l'ouverture. C'est-à-dire que ces personnes-là qui ont assisté à des opéras, après, sont amenées à découvrir d'autres spectacles ailleurs. Oui. Alors nous, on a des offres tarifaires grâce à la ville de Dijon. Évidemment, il y a le tarif à 5,50 pour ceux qui... la carte culture, voilà, c'est ça. Et pour ceux qui n'ont pas la carte culture, qui ne sont pas étudiants et qui ont moins de 25 ans, l'Opéra de Dijon propose des offres. Alors pourquoi? Parce que c'est comme tout. En fait, quand vous allez dans une boulangerie, que vous goûtez un gâteau au chocolat, que vous testez le même gâteau au chocolat dans une autre boulangerie, vous l'aimez pas forcément. Oui. Et pour ça, il faut en tester plusieurs pour savoir ce que vous aimez. L'opéra, c'est pareil. Il faut tester plusieurs opéras, plusieurs concerts, avant de savoir si vous aimez plus le chocolat au lait ou le chocolat noir. Les cartes que vous proposez ne sont pas des cartes accessibles dans tous les théâtres de France? Non, justement, on a effectivement un abonnement spécifique à l'Opéra de Dijon, 5 places pour 25 €. Et ça, pour le coup, ça vous permet d'avoir quand même une variété de spectacles à découvrir tout au long de l'année. Ok. Et alors, question, parce que nous on parle d'art et là c'est ce qu'on fait aussi, mais au point de vue personnel, tu as un art en particulier qui est dans ton cœur, hormis l'opéra, si c'est le cas d'ailleurs, je ne sais pas. Je trouve que justement la force de l'art, c'est que tout se marie et se conjugue parfaitement bien. Alors oui, on peut avoir un art en particulier. Moi, évidemment, j'ai fait du piano, voilà, c'est très basique. C'est le classique. On commence par là. On a des pianistes. C'est la base en fait de tout le piano. Évidemment. Mais en même temps, j'ai un attrait particulier pour la danse. Pourquoi? Parce que j'ai fait de la danse. Évidemment. Mais au-delà de ça, je ne fais pas de la sculpture et pourtant j'adore découvrir des œuvres d'art, des peintures, des choses comme ça. Et tout se recoupe. Alors quand je disais que tout à l'heure je faisais des études de lettres, c'est aussi en études de lettres que j'ai découvert que tout était juste une énorme toile d'araignée et qu'en fait, c'est là où il y avait quelque chose d'hyper... En fait, c'est un puissant fond la culture. Et en fait, je peux pas dire oui, je préfère ça parce qu'en fait, ça fait écho. À chaque fois, tout fait écho à tous les arts. Tu te retrouves quelque part. Tout est relié. Voilà, c'est ça. Alors, Clem, t'as une dernière question? Moi, j'en ai une sinon. Non, vas-y. La question parce qu'on a pris une photo de toi, la question qu'on se pose tous là et que les auditeurs vont se poser aussi et auditrices, c'est est-ce que tu te balades toujours avec un bouquet de fleurs avec toi comme ça, façon Miss France? Non, ça fait trop diva et je rentre trop dans les clichés, il faut les casser les clichés. Voilà. Alors justement, mon but du jeu aussi, c'est que l'Opéra Dijon, c'est pas parce qu'en fait on a l'air d'être un peu classique, il faut aimer Mozart, il faut connaître Beethoven, c'est pas ça. Alors moi, oui, j'aime Mozart, j'aime Beethoven, on va dire ça comme ça, mais j'écoute bien d'autres styles de musique bien différents et qu'on n'entendra jamais à l'Opéra Dijon, et pourtant je profite de belles soirées. Alors on n'est pas dans le stéréotype, effectivement, il faut venir absolument comme on est à l'Opéra Dijon parce que franchement, il y en a pour tous les goûts, et moi qui écoute vraiment plein de choses totalement différentes, j'apprécie tous les moments d'émotion parce qu'en fait c'est avant tout des moments d'émotion qu'on offre à l'Opéra de Dijon. C'est quoi la superficie du coup de l'Opéra de Dijon? Cette colle, elle me restera à jamais. Elle ne le sera à jamais. Merci beaucoup, Pascaline. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonne soirée. Bonne soirée. Mes chers amis, nous sommes accompagnés d'Isabelle. Voilà, qui nous fait le plaisir d'être là ce soir. Est-ce que tu peux te... Alors, est-ce qu'il a allumé ton micro? Oui, je l'ai allumé, c'est bon. Ok. Est-ce que tu peux te présenter?
Alors, moi je m'appelle Isabelle Bidot, je suis donc perruquière. En fait, en tant que perruquière, je vends des perruques, des prothèses capillaires, totales ou partielles, oui. Mais aussi tout ce qui est rajout, comme on l'a vu tout à l'heure, des rajouts, des kikis qui sont des petits élastiques de cheveux, et puis aussi des chouchous, etc. En fait, tout ce qui va faire que votre chevelure va pouvoir se modifier tout en restant naturelle. Oui. Voilà. Et que ce soit pour un projet, pas forcément parce qu'on est dans un processus de traitement, on peut avoir tout simplement envie de changer de tête, de changer de tête. Comme Rémi tout à l'heure avec cette perruque gris cendré que tu as mis sur la tête. Voilà, là ça lui allait bien. Voilà, on est reparti dans les années, 70 peut-être. Ouais. On a remonté le temps là. Peut-être un petit peu avant. Est-ce que tu fais il y a une différence entre prothèse capillaire et perruque? Alors la différence c'est le nom savant en fait. Ah d'accord, ok. Voilà, la perruque c'est le vocabulaire on va dire que tout le monde emploie. Ah oui. Prothèse capillaire c'est le terme technique que va employer un médecin pour faire une prescription médicale. Ah oui. Voilà, et donc ça c'est le terme médical en fait. Donc une prothèse capillaire c'est un terme médical, donc une perruque d'apparat qu'on utiliserait pour un spectacle ou quoi que ce soit, c'est pas une prothèse, on est d'accord? Ça s'appelle de toute manière, voilà, les deux noms lui vont. Prothèse parce qu'en fait, comme toutes les prothèses, c'est quelque chose qu'on vous rajoute. Oui. Une prothèse auditive, etc. C'est quelque chose qu'on vous rajoute. La prothèse du genou, quelque chose qu'on enlève ou qu'on rajoute dans le corps parce que ça ne fonctionne plus. Là, c'est quelque chose qu'on rajoute. Et du coup, tu parlais donc de prescription, donc ça veut dire que c'est remboursé par la Sécu quand on vient chez toi? Alors, voilà, pour les gens qui ont en fait une prescription du médecin, il y a un remboursement pour les traitements de chimio ou alors aussi pour les pelades, les alopécients et les gens qui perdent des cheveux de façon significative et dont ils ne pourraient pas se promener, on va dire, ou travailler avec un manque de cheveux évident qui ne leur permet pas d'être eux-mêmes. C'est leur apparence. À ce moment-là, ils peuvent avoir une prescription médicale. Et s'il y a prescription médicale, comme je suis agréée par la Sécurité sociale et les mutuelles, je peux leur faire leur feuille de soins pour qu'ils accèdent à un remboursement. Alors après, il y a des paliers, c'est toujours à Sécurité sociale, c'est beaucoup de paperasse. Il y a beaucoup de paperasse, mais effectivement, il y a quand même un modèle qui est entièrement remboursé par la Sécurité sociale, un autre où ils participent. Donc et les mutuelles participent aussi. Donc c'est quand même très intéressant de pouvoir aider justement toutes les personnes qui ont ce besoin. Et du coup, donc tu as ta boutique à Dijon. Quelle formation tu as fait pour en arriver là? Exactement ce que j'allais demander. L'art de la perruquerie, comment on y vient et comment on le fait? Alors moi j'y suis venue par hasard en fait, par curiosité et par relation. Et en fait j'ai découvert ce métier que je ne connaissais pas il y a une douzaine d'années. Et en fait, la formation à l'époque, c'était surtout la transmission. Bien sûr. Voilà. Depuis, moi, je me suis formée auprès des perruquiers, c'est-à-dire ceux qui me vendent les perruques, qui les fabriquent, les fabricants de perruques. Donc, j'ai eu des formations chez eux par rapport à et qui me donnent des équivalences de niveau, effectivement, par rapport à la prestation que j'offre à mes clients et mes connaissances. Et ça... Une perruque, c'est pas forcément synthétique, ça peut être une perruque en cheveux naturels, ça se fait encore? Oui, bien sûr, oui. Alors après, aujourd'hui, les perruques en synthétique, en fibre, en fibre, les fibres ont tellement évolué qu'aujourd'hui, les perruques en cheveux naturels sont moins vendues parce que ça demande plus d'entretien. C'est comme nos cheveux, il va falloir faire le brushing, nettoyer différemment. Une perruque en fibre, elle garde la mémoire de forme. Donc on la lave moins souvent avec les produits adaptés, mais elle va garder une mémoire de forme. Donc une facilité d'utilisation. Et surtout avec les montages qu'elles ont aujourd'hui, on ne voit pas la différence. Voilà. Il n'y a pas un côté brillant plastique un peu non, justement, non. D'accord. Et du coup, quand tu reçois tes clients d'ailleurs, des hommes aussi, tu as... Et des enfants. Et des enfants aussi.
du coup, tu as un peu ce côté aussi visagiste, du coup, de conseil, de dire peut-être ça irait mieux comme ça. Oui, j'ai aussi ce côté-là. Mais quand les gens, moi, viennent me voir, quand ils sont effectivement dans la maladie et dans cette détresse de la perte de leurs cheveux, voilà, ce qu'ils ont envie, c'est de se retrouver eux. Oui. Et en fait, c'est pas forcément... parce que bon, je leur fais des propositions tranquillement comme ça pendant les essais, mais c'est pas celle qui leur va le mieux et avec laquelle ils seraient bien, parce que c'est les plus jolis au niveau de la coupe, plus lumineux au niveau de la couleur. Ils se retrouvent pas, c'est pas eux. Ouais. Donc ils ont besoin d'être eux-mêmes, même si voilà, et ça les vieillit un peu ou si c'est pas une coupe très tendance, mais c'est pas grave. Ce qu'il faut entendre et écouter, c'est comment eux ils se voient et comment ils vont pouvoir se sentir à l'aise. Voilà. Après des propositions quand ils le souhaitent ou des fois même s'ils le souhaitent pas, il y en a une qui arrive comme ça à un moment donné sur la tête en discutant, voilà, pour leur faire un petit électrochoc en se disant c'est pas mal. Et du coup, c'est des gens qui vont y venir après. Et ils se disent finalement, quand mes cheveux vont repousser, c'est une coupe que je pourrais adopter, c'est pas mal. D'accord. Donc, je suis contente parce que finalement, ils ont pensé à autre chose, ils ont évolué, ils pensent à l'avenir, donc c'est bien. Et aujourd'hui, pardon, je peux ouais. Aujourd'hui, j'ai une question. On est au Grand Auditorium de Dijon, à l'Opéra de Dijon. Est-ce que toi tu pourrais ou est-ce que tu aurais envie de travailler pour des costumes de scène, des perruques de costumes de scène? Est-ce que ce serait possible déjà? Oui. C'est complètement possible. Alors après, il faut savoir qu'ici à l'Opéra, il y a déjà en fait des gens spécialisés, attitrés à l'Opéra, attitrés à l'Opéra, voilà, qui sont déjà spécialisés, qui entretiennent des perruques, enfin voilà. Mais on en parlait avec Claire tout à l'heure. Après, on peut aussi, ils peuvent aussi venir au magasin, surtout ceux qui débutent ou n'importe, pour que je leur montre un petit peu, que je leur explique, faire un petit peu de transmission, voilà, par rapport à ce que je sais. Bien sûr. Et leur, voilà, ou venir pour une demi-journée, voilà, leur donner des infos. Ça, c'est complètement possible. Après, moi, je travaille aussi avec les producteurs de films ou ceux qui écrivent des films parce qu'ils ont besoin, à un moment donné, eux, par rapport à ce qu'ils ont écrit, de trouver en fait les perruques qui vont correspondre aux personnages qu'ils ont écrits. Et ils me disent, pendant les répétitions, si je leur mets la perruque, ils vont être plus facilement habités dans le personnage. Donc en fait, des fois, on passe 2-3 heures, je leur sors parce qu'ils m'expliquent ce qu'ils veulent, je leur sors des perruques, on fait des essais. Et quand ils trouvent, voilà, il va prendre plusieurs modèles pour son film. Et du coup, pour pouvoir commencer à faire les répétitions. Donc ça peut être ça aussi, c'est hyper large en fait. Oui, très très large. Ouais. Donc t'as pas finalement, la plupart de ta clientèle, si c'est quand même des personnes sous traitement? Oui, à 60%, 70% c'est des personnes sous traitement. Et majoritairement des femmes, bien sûr. Parce que c'est quand même culturel. C'est plus facile pour aujourd'hui, surtout en France, d'avoir un homme sans cheveux qu'une femme sans cheveux. Alors après, les hommes sans cheveux, quand ils ont des cheveux, ils ne se voient pas sans cheveux. Ouais. Ah bon? Donc en fait, j'ai beaucoup de messieurs quand même, moins que des dames, mais j'en ai beaucoup aussi parce qu'un homme qui n'a pas de cheveux alors qu'il est habitué à en avoir, c'est pareil pour l'estime de soi, il n'est pas bien, il n'est pas à l'aise. J'ai des gens aussi qui exercent des métiers visuels, qui soient publics, qui sont musiciens, qui soient chanteurs, qui soient dans différents domaines. Bien sûr. Et ils sont transformés. Voilà. Après, il y a aussi des gens qui ont des projets différents. Ce sont des hommes qui sont en devenir de femmes. Et souvent, ils ont plutôt un âge, ils sont plutôt autour de la cinquantaine parce que c'est quelque chose qu'ils arrivent enfin à réaliser. Les cheveux poussent pas aussi bien. Donc en fait, voilà, ils ont souvent le physique, mais pas les cheveux qu'ils voudraient. Donc la perruque va amener à améliorer encore leur projection et leurs projets, aussi. Vous êtes nombreux en France à être perruquier et perruquière? Alors ça dépend des villes, ça dépend, je sais pas trop. À Dijon, on est 3-4, oui. Quand même. Ouais. Et vous faites la même chose ou vous passez les patients ou clients Oui, je pense à peu près la même chose.
Après, il y a un endroit à Dijon où ils ne posent que les prothèses partielles, mais à coller. Ah oui. Donc là, on colle, c'est-à-dire que les gens vivent avec. D'accord. Et tous les mois, un mois et demi, ils reviennent et elles redécollent, elles renettoient, elles recoupent les cheveux qui dépassent, voilà, pour venir se mettre ensemble. Ça, c'est une question. Alors, parce que moi, je pensais que les perruques comme ça, enfin, en tout cas, suite à une maladie ou quoi que ce soit, ça n'était que collé, en fait. Ah non. Non. Moi, les perruques que je vends, moi, elles sont... en fait, c'est comme un chapeau. D'accord. Hein, c'est comme un chapeau qu'on met. Voilà, ni D'accord, plus ni moins, ok. sauf que sur ce chapeau, il y a des cheveux. Voilà. Oui, un chapeau amélioré, oui. Voilà. Mais Donc, ça tient moins bien. Un chapeau, ça peut s'envoler, je veux dire. Oui. Est-ce que vous en voyez beaucoup des perruques volées dans la rue? Non, c'est Non, pour ça vrai. que je double la question. On n'en voit jamais. Si vous saviez le Ce nombre de serait inquiétant. personnes qui portent des perruques, moi, vous voyez, boulevard de l'Université, je vois 1 à 2 personnes par jour passer qui portent des perruques. Tu le vois avec ton Non, œil. parce que c'est des clients. Donc tu les j'en reconnais. suis sûre. Mais des fois, je pense que quelqu'un porte une perruque alors que pas du tout. C'est vraiment ses cheveux qui sont comme ça. Ouais. Et non, l'intérêt d'une perruque bien portée, c'est qu'elle se voit pas. Ah oui, il faut bien que ce soit sûr. naturel. Voilà. Bien sûr. À la limite, on se dit la dame ou le monsieur sort chez le coiffeur, il a fait sa coupe ou la couleur est nickel. Mais sinon, non, ça doit pas se voir. Du coup, c'est une sorte de filet que tu poses Oui, sur c'est le... ça. Il y a une base, en fait, comme un filet, comme un petit support en coton, Oui, qui est donc très ça gratte doux. pas, finalement. Ah ben non, Ouais. une perruque ne gratte pas. D'accord. Voilà. Une perruque, elle est faite pour être portée par des gens qui n'ont pas de cheveux pendant toute leur vie. Donc forcément, le support, il est fait pour, il est hypoallergénique, etc. Après, ce qui gratte, c'est plus le cuir chevelu qui travaille. Ouais. Et l'acceptation de la personne vis-à-vis de la perruque. Ah oui. Oui, ça joue Donc beaucoup. après, Bah oui. voilà, il y a beaucoup de choses qui peuvent rentrer en ligne de compte. La perruque, elle gratte pas. D'accord. Il peut y avoir 2-3 personnes hypersensibles, un petit peu allergiques au frottement, ça peut arriver. Mais sinon, non. Ouais. Ok. Et dans ta boutique, tu es toute seule? Oui, je suis toute seule. Elle est Donc je située me où, fais cette juste... boutique Alors ma boutique, elle est située maintenant... j'ai déménagé de la rue Monge où j'étais depuis toujours. J'ai déménagé 19 boulevard de l'Université D'accord. pour un confort pour mes clients d'accessibilité. Puisque là, il y a de la Accessible par place, ça circule facilement, il n'y a pas de parcomètre. Donc c'est vraiment très oui. agréable pour eux de venir, surtout qu'on ne vient pas chez moi par hasard. On vient parce qu'on a un projet. Et Bien sûr. ouais. Eh bien, merci beaucoup, Super. en tout Merci cas, Isabelle. beaucoup, et, d'être venue à nous. Eh ben, merci à vous Bon courage pour la suite. Et à bientôt. Et bonne soirée. Bonne soirée. Merci, bonne soirée. C'est quoi cette glace déjà? Cette glace, c'est quoi cette glace? Vanille. Ah oui. Ok. Alors, je vais te demander de ne pas confondre la glace et le micro parce que sinon ça va être galère. On va pas changer, lui. Non. On a quelqu'un dans cette soirée que vous ne connaissez pas encore mais que vous allez certainement connaître. Est-ce que tu peux te présenter rapidement? Bonsoir, je m'appelle Alex Cuse. Ah, on te connaît en fait. Ah oui, c'est moi. là Je suis de là. retour. Bon, comment ça va Alex? Eh ben écoute, ça va très bien. C'est un plaisir d'être là ce soir. Et puis quand je suis arrivé, je vous ai croisé. Je savais pas que vous étiez là. Bah, on savait pas que t'étais là non On plus. savait pas hein. que t'étais là non plus. Quel plaisir. Donc c'est toi qui fais l'animation ce soir? Oui, voilà, ça fait déjà bientôt 1 an que je bosse avec Cap Nord et toute Ouais. l'équipe. Et quand ils ont besoin de petite musique à la fin, voilà, ils font appel à moi. On essaie de débrider un peu ces entrepreneurs. Donc Ah à oui. chaque fois, Rémi me dit d'organiser un petit truc histoire d'impliquer les gens, leur faire participer. Moi ce que je trouve bizarre c'est que j'entends la musique là mais t'es devant moi en train de manger une glace alors C'est vraiment incroyable. c'est fou ce boulot Quelle de magie. DJ. Aujourd'hui, en tant que DJ, on a les dents d'ubiquité. Voilà, on peut être là, en train de mixer aussi en même temps. Donc voilà, il était quand même temps que je boive un petit coup parce que depuis tout à l'heure là. Ouais, on t'a vu te servir tout seul derrière le bar, Exactement. une rasade de Tranquille. crément. Comme à la maison. Ici, je suis à la maison. Quoique, non, c'est une grande maison. Hein. Elle est bonne, la glace. Hein. Oui, la glace cool, c'est pas évident. Oui, alors donc du coup,
Alex, depuis la dernière fois où tu es passé avec Farah, dans ce super épisode, quelles sont les nouvelles alors? Qu'est-ce que t'es toujours sur vinyle défectueux? Toujours sur vinyle défectueux. Entre temps, j'ai eu un nouveau contrat avec le DFCO. Donc voilà, avec le Bistro Camp maintenant, on mixe. Je mixe avant les matchs. Donc le Bistro Camp, c'est un concept de street food. Voilà, nous on a ramené une petite dimension musicale dans tout ça. Il y a plusieurs street food qui proposent plusieurs choses. Et puis voilà, avant le match, à la mi-temps et puis à la fin du match, voilà. Devant des centaines et des centaines de supporters. Exactement. C'est génial. Voilà. Ça doit être incroyable. Et je bossais avec la JDA, j'ai bossé avec le rugby, le Stade Dijonnais, maintenant DFCO. Donc moi qui aime bien m'adapter à des lieux, voilà, j'aime bien. Je vais à l'aventure pour moi. Mais jusqu'où ira-t-il? Est-ce qu'il s'arrêtera un jour? Planète Mars. Mars, moi. Ok, et donc du coup pour les vinyles, là vous êtes toujours en expo quelque part? En ce moment on était à Max Coiffure où on a fait un workshop avec l'artiste qui s'appelle Skima. Je ne connais pas, j'ai jamais entendu parler. Est-ce que c'est pas le sosie de Khal Drogo dans Game of Thrones? Il est incroyable, il est incroyable. La punchline sur punchline. Exactement, exact. Et c'est pour ça que je garde un très bon souvenir de cette soirée. Ouais. Parce qu'on avait bien rigolé. On a beaucoup ri. Dédicace à Flo. Bien. Et puis je vous annonce là tout de suite, pour décembre 2025, l'expo sera au comptoir des bières à Chenauve. Le comptoir des bières à la base. On est déjà passé là-bas il y a 2 ans. On peut vraiment tout exposer, donc inviter tous les artistes et faire une grosse soirée. Mais génial. D'ailleurs, en parlant de grosse soirée, tu seras là le 11 avril? J'ai appris ça, oui, je suis en train de bloquer mon 11 avril parce que vous fêtez vos 1 an. L'info, elle est en train de tourner un max, là, vous savez même pas. On sait bien. Et alors on aurait bien besoin de gens qui viendraient peut-être chanter, mixer. Mixer et tout, comptez sur moi, je serai là avec plaisir. Et puis surtout, c'est ce que j'expliquais à plusieurs de mes amis, je leur disais que le passage chez vous a été un moment tellement agréable qu'à chaque fois qu'un artiste me dit qu'il va passer entre vos petites mains, tous les trois, Flo aussi, voilà, je me dis à chaque fois qu'il va passer un très bon moment, parce que c'est le cœur qui parle avec vous. C'est gentil, ça, c'est adorable. Il est gentil. Je maintiens, hop, un angle de 90 degrés. Voilà, on ne bouge plus. Alors, peux-tu te présenter? Alors, bonsoir, bonjour. Je m'appelle donc Marc Poletti. Oui. Tout simplement. Un nom qu'on connaît. Alors, j'espère que vous connaissez. Donc, j'ai arrêté ma carrière il n'y a pas si longtemps, donc au 1er juin 2024. Effectivement, tout récent. Donc, c'est assez récent. Et, dans quel sport? Alors, j'étais handballeur professionnel au sein du Dijon Métropole Handball et j'ai joué pour le club pendant 32 ans. C'est là où je prends un coup. Là, 32 ans. Au coup de vieux, là. Oui. Et donc tu prends ta retraite là sportive, c'est ce que tu disais tout à l'heure dans ton intervention. Mais tu continues à jouer quand même en amateur ou en loisir? Ou tu donnes des cours peut-être? Alors, non, je donne pas de cours. Non. Si, à mon fils. À ton fils. À mon fils, on regarde. C'est pas mal. Alors, ça dépend. Ça dépend de l'enfant que tu as. D'accord. Non, je rigole, mais non, parce qu'il est passionné aussi par. Il a été piqué. Ce qu'il faut savoir, c'est que mon fils, il a grandi dans l'univers du monde professionnel. Il venait avec moi en préparation physique, faire la musculation. Il voyait. Il a baigné dedans. Tous les matchs depuis qu'il est né. Il avait 2 mois qui venait déjà au Palais des Sports. Donc il avait un casque, il a 8 ans là. Il vient d'avoir 8 ans. D'accord. Donc les barbecues de l'été, c'était avec les professionnels qui faisaient ça pendant les grandes vacances. Donc. Bon bref, c'est un autre délire. Mais sinon oui, j'ai craqué, donc j'ai repris une licence au club. Mais ça c'est pour aider la réserve, justement l'assaut, les jeunes. C'est plus pour transmettre les valeurs. La cohésion et puis aussi pour m'entretenir. Bien sûr. Pour m'entretenir accessoirement parce que de temps en temps
ça fait du bien quand même de venir courir, de se vider la tête, voilà, de faire du sport tout simplement. Qu'est-ce qui t'a mené au handball? Parce que tu es resté 30 ans et des bananes. Ah bah c'est facile, mon papa. Ton papa. Ah bah décidément c'est une histoire de famille en fait alors. Ah bah c'est une secte, il faut le dire. C'est comme les rugbyman, les handballeurs, les footeux, voilà, ou le basket, c'est en général t'es piqué par ce sport parce que c'est les valeurs qui sont transmises par les parents. Bien sûr. Et moi j'ai eu cette chance-là justement, mon papa avait porté donc les couleurs de la SPTT et du cercle. Oui. Donc forcément, j'étais obligé j'ai grandi aussi comme mon fils autour des terrains, au bord des terrains, mais c'était moins développé qu'aujourd'hui par exemple, il y a 10 ans en arrière. Là je te parle de ça, il y a 40 ans en arrière, donc c'est encore autre chose. Le sport pour toi c'est un art? C'est un mélange de plein de choses. Alors c'est un art, c'est du plaisir, c'est aussi un côté révélateur parce que d'un autre côté quand tu es dos au mur face à l'adversité, face à la combativité que tu dois avoir dans un sport collectif ou individuel, bref c'est un mélange de plein de choses. Donc entre les deux. Mais je pense que c'est un art quand tu finis par en vivre et au plus haut niveau. Viser l'excellence. Ouais, on a eu un sportif de haut niveau qui s'appelle Bilal Latrèche, que tu connais. Je le connais très bien. Voilà, qui nous a eu la même définition. Nous a dit en fait un sportif devient un artiste au moment où il atteint l'excellence, où il vise l'excellence. C'est ce que tu partages aussi. C'en est même une certitude. Par exemple, je vais prendre des actions qu'on peut avoir nous dans le handball. On dit il a fait tel shoot parce qu'il faut une certaine dextérité, il faut un certain niveau de jeu. Et là tu te dis c'est tellement fluide, tellement ça passe, c'est facile pour lui que tu te dis c'est de l'art. C'est de l'art. Mais le problème c'est qu'on ne sait pas depuis combien d'années il pratique et il s'acharne juste sur ce petit geste. Ouais. Il y a des gens ils pensent que c'est inné. Non. Le sport c'est beaucoup de travail. C'est comme tout sportif. Il y a des choses qui sont innées, mais si tu ne le travailles pas, au bout d'un moment ça s'atténue. Tu étais à quel poste? Alors moi je jouais pivot. D'accord. Donc c'est un peu le gros costaud que tu mets au milieu des défenses pour créer les intervalles. En gros tu fais des blocs pour créer donc des espaces pour tes arrières pour qu'ils aillent tirer plus facilement. Pour faire des ouvertures en fait. Oui mais j'étais nul dans ce domaine. Moi je préférais le ballon, je préfère qu'on me donne le ballon. Ouais. Donc du coup, c'est vrai en plus. Tu sortais un petit peu de ton rôle de pivot des fois pour attaquer? J'étais assez atypique et assez pas introverti, extraverti plutôt je devrais dire. C'est extraverti, complètement fou sur un terrain, donc j'étais possédé, voilà, c'était ma petite caractéristique où je pouvais me lâcher, me donner corps et âme parce que je vivais de ma passion aussi. Oui. C'est ça, c'est facile quand c'est comme ça. Oui, quand t'en vis, c'est plus facile. Ah oui. Ok, oui. Qu'est-ce qui détermine ta position sur le terrain au handball? C'est ton entraîneur, c'est toi qui choisis? Alors non, en général, ça se détermine par quand tu es jeune dans les équipes inférieures. Ouais. Par exemple, le gardien de but. Parce qu'il est bon sur certains réflexes, les arrières parce qu'ils ont une vision de jeu, le demi-centre parce qu'il analyse bien le jeu, il sait faire des passes, il sait jouer collectivement. Les ailiers parce qu'ils ont une gamme de shoot intéressante. Voilà, je pourrais te citer un peu sur chaque poste. Après, en général, c'est lié à ton physique, à l'entraîneur. Mais les codes se sont cassés depuis pas trop longtemps. D'accord. Où on peut retrouver maintenant des joueurs qui font 1m65, 70 sur la base arrière. Ah oui, pas très grand, ouais. Sur la base arrière. D'habitude, ce qu'il faut savoir, c'est que la base arrière, c'est des... C'est un 80, 90, ouais. Tu peux monter. Hein. Ah ouais? C'est vrai. On peut monter à 1m80. Je fais déjà, moi, pivot, je fais 1m94. Ah ouais. Donc, le basketteur, quoi. Non, pour un basketteur, je suis meneur. Hein. De toute façon, le handball, les sports de salle ont des gros gabarits, comme au rugby aussi à l'heure actuelle. Tu as des gros gabarits. Au basket, je t'en parle même pas. Ouais. Je les regarde des fois, les joueurs de la JDA, mon Dieu. Mais quand je les vois passer, je fais les gars, à un moment donné... tu lèves la tête. On a la chance... je suis grand, hein. Bah oui. Mais non. On a la chance à Dijon d'avoir... alors c'est vrai qu'on médiatise beaucoup le foot. Bon, alors on va pas parler de l'équipe de foot. Oui, mais ça c'est un sport populaire, t'es obligé de parler du foot. On parle du foot, mais... En plus, le stade Gaston Gérard... À Dijon, ça m'embête de le dire en plus. Mais il faut le dire. À Dijon, on a quand même la chance d'avoir de belles équipes d'autres sports. Le handball, le basket, la JDA quand même qui creuse son trou quand même, le hockey aussi. Alors, moi qui connais parfaitement, parce que vu que j'ai baigné dans l'univers du sport dijonnais depuis ma naissance,
t'as, comme tu disais, le foot masculin, foot féminin, handball féminin, handball masculin. Et ça joue à des niveaux, première division, foot, Coupe d'Europe, bon niveau. ça joue à des vrais niveaux. Le basket, Coupe d'Europe, première division. Tu rajoutes le rugby, en ce moment ils sont un peu dans le dur, mais ça a toujours joué quand même les premiers rôles dans leur championnat. Et à un moment donné, tu te dis, mais comment on va s'en sortir, nous le handball, mais tous les sports. Parce que quand tu regardes les autres villes, elles sont pas comme ça. On a eu cette chance d'avoir, on t'a toi aujourd'hui, on a eu Bilal comme je te l'ai dit, on a eu aussi Emric qui était hockeyeur Embrick. Ah bah vieux, pareil. Hockeyeur professionnel, un vieux monstre, copain à moi. Un en fait on est tous copains, t'as vu les c'est ça, tous les sports. Alors Emric Gilles, non mais tu veux qu'on l'appelle là tout de suite si tu veux? C'est vrai, un vrai copain, non c'est pareil parce que moi je connais très bien. J'ai grandi avec sa femme et après j'allais l'encourager lui au hockey, puis lui venait m'encourager moi au hand, donc j'ai grandi un peu aussi avec lui sur ces 15 dernières années, donc sinon c'est un amour, un top mec, et puis il fait un boulot incroyable. Donc, et c'est une belle reconversion en artiste improbable. Plasticien. Mais après il adorait le street art, donc c'est cool pour lui et je lui souhaite tout plein de bonheur et tout plein de réussite sur cette année en plus 2025. On est encore dans les vœux, donc j'en profite pour le faire. Donc, et toi, même si je l'ai fait encore. Si tu devais te reconvertir dans un art autre que le sport, ce serait quoi? Ah, un art. Très bonne question. J'aurais bien voulu faire un truc un peu artistique dans ce style-là, avec soit des Lego, un truc où t'es de la peinture ou un truc comme ça, quoi. Plasticien, quoi. Ouais, un truc où t'es habile de tes doigts, parce que de toute façon j'ai utilisé mes mains toute ma vie, donc ça, oui. Je trouve que ça allait de sens si vraiment je devais faire ça, mais bon après. Oui. Tu sais, l'art, c'est compliqué. C'est compliqué, oui. On dira ça comme ça. Oui, on dira ça comme ça. Si tu avais dû faire un autre sport? Rugby. Rugby. Pourquoi? Parce aucune hésitation. Direct du rugby. Non, parce que c'est les mêmes valeurs. Ouais. C'est l'esprit d'équipe, c'est la cohésion, c'est le partage. On y va ensemble, on part à la guerre. Parce que les mecs, t'as vu le rugby ce qu'ils se mettent dans la tête? C'est des soldats. Après, c'est des soldats. Au handball, ça peut être violent aussi. Oui, mais nous on le fait, mais dans une salle. Eux, ils le font dehors. Mais ils sont fous, les rugbyman. Ils sont barges, je te le dis, ils sont barges. Et donc voilà, moi j'ai. Puis en plus, je suis très copain avec des anciens du Stade Dijonnais. Non, c'est les mêmes valeurs. Et en fait, c'est vrai qu'on se retrouve souvent aussi en soirée, les rugbyman, les handballeurs. On est. Mauvaise fin. Je vais le dire, mais on est bêtes à manger du foin le soir, ensemble. Oh mon Dieu, oh là là. Mais c'est ça qui est. C'est nos valeurs. Par contre, il y a cette cohésion, cette solidarité où on est ensemble. Et on va ensemble on a un objectif, on a une direction. Il n'y en a pas qui s'égarent ou en disant non, on y va ensemble. Les valeurs du sport, un peu comme l'armée aussi. Oui, accessoirement, on pourrait un peu l'assimiler à ça, mais de famille un peu. Mais ça reste dans un sport collectif. Oui, voilà. Oui, dans une autre ambiance que l'armée, effectivement. J'aurais bien aimé aussi être dans l'armée, accessoirement, parce que c'est des valeurs d'hommes, c'est des valeurs humaines, c'est des valeurs patriotes, le drapeau, tu vois, c'est d'autres valeurs encore. C'est des symboles qui sont très forts, je trouve, quand même. Très important. C'est respectable, parce que si demain ça pète, je sais pas où, c'est toi qu'on envoie, donc c'est clair. On n'envoie pas n'importe qui accessoirement, tu vois. Donc il y a une hiérarchie, comme dans l'armée, il y a une hiérarchie dans une équipe de handball. Il y a un capitaine. Alors oui, comme dans tous les sports. En général, t'as le président. En général, ça se passe comme ça. Donc, tu as le président, le manager général, après, tu as l'entraîneur, le capitaine, et le vice-capitaine, et les joueurs. Et après... pas de hiérarchie au sein des postes dans le... Si, comme on dit, tu as des titulaires, des remplaçants, mais ça, c'est lié à l'expérience, c'est lié au niveau de jeu à l'instant T, ça fluctue énormément, ça dépend de l'instant, en fait. Parce que si tu reviens de blessure, tu vois... Quand tu es dans un sport collectif, ce qui prime, c'est la performance. Bien sûr. C'est le résultat, à l'instant T. Oui, t'as peu de temps dans les entraînements ou quoi, c'est là. Alors, ce qui est fou, c'est que tu vois, j'ai fait donc 21 ans, comme je te disais, 21 ans chez les pros. Oui.
des champions du monde de l'entraînement, j'en ai vu. Hein. Mais vraiment, j'en ai vu des champions. Ouais. Des mecs qui faisaient des trucs incroyables aux entraînements. Ouais. Et sur le terrain, après, plus rien? Ça faisait pchit. Tu sais, le fameux pchit. On les voyait plus. Comment tu peux être un monstre à l'entraînement et nul sur le terrain? Parce que, alors oui, non. Il y a aussi le fait qu'il y a des joueurs. Là, je vais parler pour mon cas. Ouais. Moi, les entraînements, j'étais en mode, je travaillais, mais de temps en temps, si j'étais un peu claqué de la muscu du matin, j'y allais, surtout vers la fin, j'y allais plus doucement, tu vois. Ouais, bien sans sûr. tout à fait légitime, parce que Tu tu as lèves le l'organisme pied, à gérer. Mais par contre, le jour d'un match, je suis ressorti avec des arcades enfoncées, mais je jouais quand même, avec un œil fermé. Je pourrais te montrer une photo si tu veux. J'ai l'œil fermé. Un match que je me suis fait la veille à l'entraînement. Ouais. Et l'œil complètement fermé, je joue avec un œil. Ah ouais. Avec un bandeau en mode pirate. C'est pas grave, on y va. C'est ta pire blessure? Ça passe. Hein? C'est ta pire blessure? Non, c'est la dernière que je me suis faite sur ma dernière année de carrière. Je me suis luxé l'épaule et dans ma luxation, je me suis arraché En fait, c'est la clavicule, en fait. Elle a arraché les 3 ligaments de l'épaule. Et en fait, je n'avais plus rien qui tenait l'épaule, hormis musculaire, mais je ne pouvais même pas plier le bras. Ah oui, tu peux rien faire. Je ne pouvais plus rien faire. T'as plus de mobilité. Et j'ai fait ça sur le premier match de l'année. Sur mon dernier match, sur ma dernière année de carrière. Comment ça se passe quand t'es blessé comme ça? Alors, t'es pris par le staff médical, après tu vois le chirurgien en fonction de... là, pour mon cas, j'ai vu un chirurgien de l'épaule. Il m'a fait une espèce de magie, vaudou, je sais pas ce qu'il m'a fait. Parce qu'il m'a... Donc j'ai été opéré, et normalement, pour une blessure comme ça, certes, j'étais en fin de carrière, mais normalement, c'est vraiment une carrière définitive. Tu retrouves 75% de mobilité de l'épaule. Ouais, c'est pas énorme en fait. J'ai retrouvé 95% de mon épaule. Ah ouais. Génial. Hein. Parce que j'ai dit non. Peut-être que tu le voulais toi aussi. Hein. Oui, je le voulais parce que je voulais sortir par la grande porte. Bien sûr. Donc j'ai taffé comme un malade, mais j'en pleurais. Bon bref, c'était une période assez compliquée et délicate pour moi, mais c'est ce qui construit aussi la vie d'un sportif de haut niveau. C'est des hauts, des bas, c'est des moments de gloire, des moments de doute. T'es au sommet, et comme le lendemain, tu fais un match, t'es catastrophique, tu sais pas pourquoi. Ouais, et comme il y a un soir, en fait. tu peux comme d'hab, j'en fais des caisses, mais t'es Jésus, tu marches sur l'eau, tu peux tirer du milieu de terrain, ça rentre. C'est comme ça, tu ne peux pas l'expliquer. Et c'est oui, il y a le travail, oui, mais il y a des soirs, c'est comme ça, t'es béni ce soir-là, et il faut savoir savourer, et c'est ce que je donnerais comme conseil, tu vois, à l'avenir, pour les générations qui vont arriver. Savourer. Ouais, exactement. Savourer ces moments-là de plaisir, quand vous arrivez à sentir que vous êtes en état de grâce. Prenez que du kiff. N'essayez pas de dire non, prenez du kiff, prenez tout ce qu'on vous donne, et amusez-vous surtout, et je pense que c'est ça la clé, quoi. C'est prendre du plaisir, travailler, avancer, et je pense que c'est que comme ça qu'on peut passer par ces étapes de race, je pense. Eh ben nickel, c'est un joli mot de la fin. C'est un très beau mot de la fin. Mot de la fin. Merci beaucoup Marco d'être passé. Ça a été super de m'avoir invité, de m'avoir accueilli, et écoutez, il n'y a pas de problème pour en refaire une autre une prochaine fois quand tu veux. Et au pire, je pourrais même ramener d'autres joueurs si tu veux, qui sont bien plus aimables que moi en plus. C'est possible. J'espère pas, mais bon, ça je peux pas dire. C'est un secret. Merci beaucoup, bonne soirée.